Eh bien, mes deux mousquetaires sont déjà là ce matin pour la revue de presse. Mangue Vernatius, good morning and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. How is it? Steve, I'm fine. Le week-end a été? No, the weekend was quite relaxing. La famille va bien? Everybody is fine. D'accord, si tout le monde va bien, ben, comme le disait la Révolution, tout va bien alors. I think so. Alain Diop, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je salue particulièrement ceux qui nous regardent du côté de Boumiébel, je regarde ceux qui nous regardent du côté de Matombe, et puis tous ceux qui nous regardent dans le Cameroun. Tous ceux qui nous regardent dans le Cameroun, j'espère que vous allez bien. Oui, je me porte bien ce matin, très bien. Le week-end a été? Oui, très bien. Bon, on voit quelqu'un qui, à un moment donné, la fiancée a été là. Of course, of course. Parce que You see the way. s'il est tellement en forme ce matin, ça see the signifie qu'il y a life, quelque chose. Oui, la vie est belle. You see. Ouais, c'est bien. Et puis en plus, il est dans les années 90. Hein. Ouais. I'm telling you, it's going back to those days. Ouais. Il nous rappelle justement les années 90 avec nos frères congolais à l'époque, c'était les Aïra. Et ben c'est des grands sapeurs. Hein. Et le mec, il s'y met sur son 31 avec les bretelles et une tennis au pied. Mais c'est bien, c'est bien. Ah ouais, merci bien. Messieurs, puisque vous êtes là ce matin, allons-y tout de suite et maintenant avec l'information sortie par nos confrères de la presse écrite. C'est la revue de presse. La première partie en langue anglaise avec Mangue Vernatius. Monday, the 3rd of August, 2020, the first edition of What Papers Have for this month and the first for the week. We begin with the Guardian Post newspaper, with their focus in the Customs Department telling us the untold story of Memphis directives and ever-increasing revenue collection. The paper on page 3 says the annual revenue collection has skyrocketed from 678.1 billion francs CFA in 2015 to more than 840 billion francs CFA in 2019, despite Boko Haram insurgency in the far north region and the crisis in the northwest and southwest region that have seriously affected custom activities in these parts of the country. In the northwest region in Ngo-Kitunja division, the paper talks of a leaked document that reveals Bia's instructed reclassification of the Mokang Babongo chiefdom. And in a sad note, the emblematic Lions former captain Tato dies in misery. The paper announces the death, telling us that this happened when some Cameroonians are more Cameroonian than others. We read this in today's edition of the Guardian Post newspaper. The Sun newspaper, shining at the ocean city of Limbe, looks at the Limbe city mayor who has been in office for 5 months, and speaking out, he says his election proves that he was useful during his 11 years and maintains that it is his top duty to put order in the town, for Limbe is a city and not a village. Amongst other things, the mayor said compound burial must be discouraged in one way or another. The reconstruction and development plan of the northwest and southwest regions, the paper says Thibaut Nagy predicts doom, insisting Anglophones desire control over their own affairs. The Horizon newspaper tells us in today's edition that the Northwest governor has suspended salary of over 100 civil servants, as we read for who these civil servants are on page 2. Then in Yaoundé, the paper says the new superintendent of the Yaoundé Central Prison in Kondengi sued for ordering chaining of Sikh Anglophone detainees. And the paper equally tells us that a woman from Bias region declares war on Bamili case and goes unpunished. The Post newspaper, still looking at the management of a COVID-19 fund, says despite government outing, embezzlement scandal rocks Cameroon's 180 billion francs CFA COVID-19 fund, as Minister Manauda and Honorable Nature trade verbal fisticuffs over missing money. The paper says Manauda insists that Nature is ill-informed.
On page 5, in the northwest region, another explosion at police checkpoint throws Bamenda into a pandemonium. Then still in health, we are informed on page 15 that over 8 million Cameroonian smokers risk dying of COVID-19. The government-owned Cameroon Tribune comes back to the ECOWAS Conference of Heads of State and Government that took place through a video conference last Thursday with far-reaching resolutions and reforms of the organizations. The paper notes that the Commission of ECOWAS will begin functioning and a Cameroonian will be a member. The President of Cameroon was represented in that video conference by the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute. Then still talking state affairs, the paper informs us that the European Union ambassador to Cameroon, Hans-Peter Schadek, who has come to the end of his tenure in the country, was received in audience last Thursday, July 30th, 2020, by the Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic on behalf of the Head of State. Then coming back to Tabaski 2020, the Feast of Sacrifice was celebrated last Friday, July 31st, and the paper says it was an occasion for nationwide prayers for peace celebrated within the context of COVID-19, as we read on pages 34 to 35. Stephen Tato, the emblematic defender of the Lions, died last Friday in Yaoundé after a long illness. The paper pays homage to the captain who led his teammates to the historic quarterfinals in the Italian 1990 expedition. We read that in Cameroon Tribune. It is the same sad story on Stephen Tato that Le Jour newspaper captions today, saying, "The captain is no more." The paper comes back on the life of this most celebrated Lions captain and the circumstances that led to his death. On pages 11 to 12, the paper brings the reactions of some teammates like Roger Miller, Jules Denis Onana, and others. On page 3, the paper tells us about the massacre at Mayo Moskuta in the far north region, where Boko Haram killed 15 villagers. And in the west region, the governor of the west region justifies the distribution of the Oka rice in Bafoussam to centers in charge of COVID-19 patients, some vulnerable Cameroonians, a prison, and a mosque. And the paper tells us that these are among beneficiaries, as we read on page 9 of Le Jour newspaper. We take Le Messager newspaper that has their interest today in the Evangelical Church of Cameroon, talking of resigning for the sake of peace. The paper says there is an upcoming extraordinary synod in October, pastoral meetings in November, with the actual General Bureau ready to let go so as to put an end to the long-standing quarrel. On page 7, the paper tells us that a military plane ran out of the runway in Marua, Salak, with no casualty recorded. Then out of Cameroon, we begin from South Africa with the Sowetan Live newspaper that informs us that the wife of the former cabinet minister, Molusi Gigaba, is expected to appear in court this Monday on charges that she damaged a high-end car that her husband had been using after borrowing it from a friend. In East Africa, precisely in Zimbabwe, the Herald newspaper says up to 10 million Zimbabweans will need social protection before next harvest after 2 years of successive drought and swatches of the informal sector fully or partially closed because of COVID-19 and associated lockdown. In next door, Nigeria, the Vanguard newspaper says leaders of the National Consultative Front are mobilizing for a nationwide mass action over political corruption, insecurity, and poverty in the country on account of what they consider as President Buhari's helplessness over these issues. Out of Africa, Steve, we end with the Guardian newspaper in Britain that tells us that a top scientist attacks shreds of secrecy over UK virus decisions, with the director of Francis Crick's Institute saying it sometimes seems like a black box is making decisions. Steve, these are some of the information that we have from Cameroon, Africa, and some world countries.
Merci en tout cas pour toutes ces informations traitées par nos confrères de la presse camerounaise, africaine et surtout internationale ce matin. On va également retenir, il faut le dire, la mort de Stephen Tato, le capitaine Courage qui nous a quittés. Il faut également rappeler que c'était en 1990 qu'il portait d'ailleurs le brassard capitaine Courage qui nous a permis d'arriver en quart de finale de la Coupe du Monde de football qui se jouait à cette époque en Italie. Il faut d'ailleurs dire que c'est le Cameroun qui a été le premier pays africain à atteindre justement cet objectif. And Cameroon was the first country in that Italy 90 to score a goal. Et justement avec l'Argentine qui était champion du monde à cette époque, l'Argentine de Diego Armando Maradona. Vous l'avez tout simplement compris. En tout cas, nos hommages à la famille, et surtout à tous les Camerounais, surtout à l'équipe nationale camerounaise. On a hier vu avec la grande une de le soir, le tri-hebdomadaire camerounais le soir qui disait qu'il te pleure d'ailleurs Stephen Tato. Tout de suite et maintenant, allons-y en langue française avec Alain Diok. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui parle de SEAC, un nouveau départ. Le canard gouvernemental indique que les travaux de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale par visioconférence jeudi dernier ont marqué justement un tournant dans la réforme institutionnelle de l'organisation avec l'entrée en scène de la commission de la SEAC au sein qui va donc siéger une Camerounaise. Le président de la République était représenté aux travaux par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté, nous dit le journal. À lire dans les colonnes du même journal, le retour au front dès ce lundi. 54 118 candidats au baccalauréat C, D et TI à travers le pays seront donc face aux épreuves de chimie, physique et SVT. De la nécrologie, dans ce journal, Stephen Tato, le capitaine des Lions indomptables, quitte donc la scène. L'emblématique défenseur des Lions indomptables est décédé. C'était vendredi dernier à Yaoundé des suites de maladie. Le journal fait d'ailleurs un hommage à un meneur d'hommes exceptionnel qui a notamment conduit ses coéquipiers lors de l'historique campagne de la Coupe du Monde 1990, nous dit le journal. Dans le cadre de la SEAC, le développement des infrastructures est confié au Cameroun, titre le quotidien de l'économie qui renseigne sur la décision qui a été prise lors de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale tenue par visioconférence. C'était le 30 juillet dernier. Dans cette commission de la SEAC, le journal Intégration présente les visages, profils et défis au premier gouvernement de l'organe exécutif de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui est connu depuis la fin de la semaine dernière. Il est donc composé de 7 membres et 5 sont déjà connus à ce jour. Le journal dit que ce sont des hommes et des femmes jouissant d'une très riche expérience dans la conduite de l'intégration régionale en Afrique centrale. Le quotidien Mutation indique que rien ne va plus du côté de l'ART là-bas. Le réseau est brouillé. En effet, le processus de recrutement du personnel en cours à l'agence de régulation des télécommunications est donc annulé. La tutelle technique met en nu les défaillances de la gouvernance. La Voix du Centre, le journal de la francophilie, informe ce matin que More Women and Politics est scellé. Selon le journal, Justine Ndjifo a toujours rechigné donc à verser les cotisations sociales du personnel du projet Démocratie au féminin. Pour justement le magazine, en tout cas à en croire le journal, le compte de son réseau à la CNPS est donc débiteur depuis 4 ans. L'Union européenne, bailleur de fonds du projet, entretient un flou et un silence coupable, nous dit le journal. À la une du journal Essingan, détournement de fonds du Covid-19, les chiffres irréalistes du ministre Santé. Selon le journal là-bas, voulant jouer la carte de la transparence, le ministre de la Santé a fait donc l'état d'un montant de près de 22 milliards de francs CFA consommés en 5 mois pour justifier sa dépense sans toutefois justement fournir les détails du prix des acquisitions effectuées ainsi que les prestations ouverte, nous dit le journal. Pour ce qui est du magazine Défi actuel concernant ces fonds Covid-19, le journal présente justement les clarifications de Manaouda Malachi. Dans le souci justement de transparence, le ministre de la Santé a fait donc la lumière sur la gestion de 21 milliards de francs CFA déjà dépensés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun.
Le journal Eco Santé parle d'une menace d'une catastrophe imminente à l'hôpital de district de Fulan. Suite donc aux multiples dénonciations des patients, le directeur de l'hôpital confirme les craintes d'une menace d'effondrement du pavillon mère et enfant. Dans un hôpital entre vétusté des infrastructures, insalubrité, mercantilisme, détournement des malades et vente des médicaments de la rue, l'hôpital est au bord de l'agonie, nous informe Eco Santé de ce matin. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui indique que le PDG sort le bâton. En tout cas, les décisions qui feront date selon le journal. Le PDG, par l'entremise de sa commission permanente de discipline, vient d'adresser des mises en demeure et infliger des avertissements à plusieurs de ses figures, dont un ex-premier ministre et les présidents de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat pour manquement à la discipline du parti, entre autres griefs, nous dit le journal L'Union de ce jour. Direction le Congo avec le journal Les Dépêches de Brazzaville qui nous renseigne que le nombre de femmes nommées au gouvernement va croissant, a relevé justement la ministre en charge de la promotion des femmes. Elle exhorte justement les autres femmes africaines à s'investir dans l'éducation de la jeune fille. En R de Congo, le courrier de Kinshasa indique que la manipulation bat son plein au marché de change. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo pointe du doigt accusateur en direction des sociétés de téléphonie mobile. Direction la France avec le journal Le Monde, en tout cas le journal Le Figaro, avec lequel nous terminons. Le Covid relance en Italie, consort renforcé de la crise après avoir mené le pays dans justement la bataille contre le virus et décroché la plus grande enveloppe d'aide européenne. Le président du Conseil a enfin consolidé son socle politique, nous dit le Figaro de ce matin. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. N'oubliez surtout pas d'aller en kiosque ou chez votre marchand de journaux pour avoir tous ces journaux et quotidiens. Il faut également dire à tous ceux-là qui aiment souvent se placer devant la presse pour lire juste la grande une. Prière de bien vouloir acheter la presse, c'est 400 francs CFA seulement. Et justement, vous aurez l'information à l'intérieur de la grande une, parce qu'on a souvent tendance à croire que tous ceux qui lisent tout simplement la une, ils ont la bonne information. On commence à crier haut et fort. Hein. Que non, c'est pas la bonne information. Ça coûte moins d'une bière. Ça coûte moins d'une bière, c'est 400 francs CFA. Hein, la presse. Donc, allez justement en kiosque chez votre marchand de journaux pour avoir la presse écrite. Monsieur, je vais revenir sur la vie de Stéphane Tato. Il faut préciser par ailleurs pour nos téléspectateurs qu'il est né le 31 mars 1963. Il est mort le 31 juillet dernier à l'âge de 57 ans. Il a eu 43 sélections à l'équipe nationale de football du Cameroun. On parle bien sûr des Lions indomptables. Il a été capitaine en 1990 d'ailleurs lors de la Coupe du Monde de football. Il faut préciser par ailleurs que le Cameroun a été le premier pays africain, il faut le dire, à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Et d'ailleurs, le premier pays africain a d'ailleurs marqué lors de cette Coupe du Monde face au champion du monde en titre qui était tout simplement l'Argentine de Diego Armando Maradona. C'est d'ailleurs le seul, il faut le dire, la seule défaite de Diego Armando Maradona en poule jusqu'en finale. La finale, c'était entre l'Argentine et justement l'Allemagne. Malheureusement, l'Allemagne va gagner justement cette Coupe du Monde. Absolument. C'est-à-dire, le Cameroun n'est pas seulement arrivé en quart de finale, mais le Cameroun a gagné le champion du monde, c'était ça. Donc le Cameroun est rentré avec deux trophées, avoir atteint les quarts de finale et puis on va se souvenir justement de Stéphane Tato. Voilà, absolument. Autre chose de Stéphane Tato, n'oublions pas que c'est le seul capitaine qui a quand même eu la chance de conduire l'équipe nationale du Cameroun à 2 Coupes du Monde. Oui, en 1990 et en 1994 aux États-Unis. Donc c'est le seul capitaine encore à pouvoir conduire. On dit que c'était un meneur d'hommes exceptionnel. D'un calme extraordinaire. Il y avait d'ailleurs dans cette équipe nationale de football du Cameroun. Même la façon de jouer, sa façon de jouer. Oui, très calme. Il y avait Tato Stéphane et Koundé Emmanuel. D'un calme extraordinaire. Absolument. Donc même la façon de jouer indiquait vraiment que c'était des gars qui étaient jouaient pour le drapeau. Le drapeau et vraiment c'était des meneurs d'hommes. Steve, actually, when Jackson talks of players who were playing for the defending the colors of Cameroon, at the time Tato Stephen was in this team, football was not what we have this time. Football was not where you were talking of money. C'est le business aujourd'hui, c'est pas le business aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'argent qui parle. It was actually a game where people were going to defend
their country. And when Steve, I had the privilege to watch that match at that time. I was still young, and we had the impression we had about the national team was a team that was well composed, well serious, and we had it in 1990, we had it in 1994, 1998. Things started becoming football. Cameroon started becoming a guy, and then the worst one came up in 2010 in South. Was it 2010? Yeah, I think so, in South Africa, when the team was completely that people were feeling like, I don't want to identify with this team. But then we think that we still need this kind of, you know, figures like Tato Stephen, so that Cameroon, we can give this team. Remember that if there is anything that unites Cameroon now, anything that keeps Cameroon, that makes us feel like Cameroon, it is football. Oui, moi je voudrais dire à sa suite qu'il parlait de football business. Je suis d'accord avec lui, mais c'est un club. À l'équipe nationale, il n'y a pas le football business parce que c'est malheureusement aujourd'hui on passe oui, non, absolument. En général, même à l'équipe nationale aujourd'hui, on réclame des primes. Hein. Alors qu'en 1990, je vous rappelle un petit détail. Laissez-moi vous dire qu'en 1990, il y avait un problème de primes. Mais ça ne se faisait, mais personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Même si on jugulait, voilà. Ça se donc parlait. Il y avait des problèmes de primes. Je voudrais dire qu'en club, on gagne beaucoup plus. Par contre, à l'équipe nationale, on ne peut pas gagner beaucoup plus. Donc, c'est beaucoup plus le drapeau à l'équipe nationale. Or, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui étaient déjà là hier réclamaient les primes. Mais ceux quand même d'aujourd'hui exagèrent. That is what I'm saying. Voilà, vous avez tout compris. Donc, on va pas également, il faut rappeler également nos téléspectateurs que Tato Stephen a joué au Tonnerre Kalara Club. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Parce qu'il y avait deux grands clubs à l'époque. Hein. Du côté de Yaoundé, il y avait le Canon de Yaoundé, il y avait le Tonnerre Kalara Club. Et je vous dis une chose simple, c'est dans le même quartier. Et il y avait du côté nord, vous avez le Tonnerre Kalara Club. Côté sud, vous avez le Canon de Yaoundé. Et quand les deux équipes se croisaient, c'était l'enfer à Yaoundé. Les enfants ennemis de la capitale. Deux quartiers. Deux quartiers. Goldogo, justement. Les quartiers voisins. Voilà, quartier voisin. C'était vraiment l'enfer sur terre. Et bien sûr, il a également joué à l'Olympique de Volier. Bon, je ne sais pas si non, vous étiez encore un peu plus jeune. Hein. À l'Olympique de Volier. Et puis après, il s'est exilé du côté du Japon avec le Tosu Future et le Sagan Tosu. Il a passé justement le plus clair de son temps avant justement de prendre sa retraite. Nous allons donc faire hommage à ce lion, comme on aime souvent le dire. Eh bien, un lion ne meurt pas, le lion dort tout simplement. And actually, Steve, we must decry something here. According to what the papers are saying this morning, he died of you know, call it negligence. Because if appropriate measures were taken, maybe, one never knows, we might have, you know, struggled to save his life. It's always good when you struggle to save somebody's life and the person dies. J'ai l'impression que tous ces gars qui ont joué justement la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde de 1990 ont été abandonnés à eux-mêmes. That's where I'm going. Because ça, il faut le dire. It's as if we have forgotten this bright future. On a vu le cas avec Massim Benjamin du côté de DDA, abandonné entièrement et totalement. It's like we have forgotten this bright picture that we are painting about them, this bright part of Cameroon that they exhibited, and then in their later days, in their evening hours, we are like forgetting them. On espère tout simplement que le gouvernement camerounais va prendre des mesures pour ceux qui sont encore en vie. Faut les prendre en main. Il faut justement faire le nécessaire. Il est quand même clair que pour le cas de Stephen Tato, malgré que il était quand même il était en complément d'effectif à la Fédération camerounaise de football parce qu'il n'avait pas un grand poste là-bas, il était aussi là-bas. Ça lui permettait justement d'arrondir les fins du mois. Mais je pense que c'est pas dit. C'est des gloires. Il faut dire, Alain Diok, c'est une gloire du football camerounais. Absolument. Ils sont nombreux d'ailleurs, hein, ces gloires du football camerounais. Il faut en prendre soin. Ils doivent justement entrer dans le panthéon. Ça, il faut le dire. C'est quand même, en 1990, on se rappelle. Il n'y a aucun pays sur Terre qui ne se rappelle pas de la Coupe du Monde de 90. Je suis bien d'accord avec vous. Et rappelez-vous que même les Occidentaux de cette époque, quand le Cameroun est arrivé en quart de finale, tout le monde supportait le Cameroun. And that was the first time le monde entier supportait le Cameroun. Some people even confess that was the first time they heard of Cameroun. Et je ne sais pas si vous avez regardé la Casa de Papel, et la Casa de Papel est revenue là-dessus, en vous disant une chose simple. D'ailleurs, hein, dans leur plan machiavélique pour aller braquer la banque, ils vous disent que si vous regardez un match entre le Cameroun et le Brésil, imaginez-vous combien de personnes ont supporté le Brésil, tout le monde va se tourner justement vers le Cameroun, parce qu'on va se rendre compte que c'est peut-être un petit pays, mais on lui donne quand même du courage qui pourrait justement surmonter. Ce fut le cas en 1990 entre l'Argentine et justement le Cameroun. Et je vais vous dire une chose, personne n'aurait parié sur le Cameroun. Personne. Nobody. Dès la première touche de balle de Maradona, nous on était des enfants. Et il y avait des grands faits qui étaient avec nous qui nous ont dit c'est terminé, on est fini. Non, vous devez comprendre. Messieurs, merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Pour vous qui êtes à la maison,
N'oubliez surtout pas d'aller en kiosque chez votre marchand de journaux pour avoir tous ces journées et quotidiens. Bonne journée surtout, bon début de semaine. Tout de suite et maintenant, voici la chronique de Hervé Moukouri. Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Le week-end a été? Oui, je vous ai vu sourire quand on parlait justement de l'équipe nationale de football, les Lions et notamment. Oh, c'est de bons souvenirs. On était jeunes et puis c'est des très très bons souvenirs. Malheureusement, là, quand on voit comment ces personnes qui ont défendu les couleurs de la nation partent de manière assez indifférente, je veux dire, ça fait assez mal quand même. Puisque les derniers jours de Tatou, selon les témoignages, c'est qu'il ne voulait plus voir personne, il avait l'impression qu'il était abandonné à lui-même, et c'est triste de le savoir ainsi. Vraiment, c'est très triste. Vraiment triste. Ils sont d'ailleurs très nombreux, hein, les gloires, je le dis encore, je le répète, même dans les années 72, hein, on a eu des personnes d'ailleurs à la télévision, on a eu de ces joueurs de football qui sont malades et que l'État, parfois même, a oublié. Il faut le dire comme ça, a oublié entièrement et totalement, qui sont rentrés dans les oubliettes alors qu'ils ont besoin d'aide. Tous ceux-là qui nous écoutent, hein, toutes ces personnes, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de nous souvenir de tout le bien qu'ils ont fait justement à la nation camerounaise que nous aimons tant. Et vous, Hervé Moukouri, dans la chronique de ce lundi, vous revenez sur la tension qui règne aujourd'hui à l'Agence de régulation des télécommunications qui a amené la mine Postel à annuler tous les recrutements même en cours de ce côté-là. Il faut dire qu'à l'agence des télécommunications souffle un très mauvais vent depuis quelques mois. Même le changement était venu à la faveur d'un décret présidentiel à la tête du conseil d'administration le 30 avril dernier avec la nomination du professeur Justine Difo. Tuicam n'a pas réussi à atténuer la fureur du vent. Tout au contraire, on a même noté une intensité de sa vitesse avec ses actes de corruption étalés au grand jour et ses recrutements non conformes. Déjà le 17 juillet 2020, la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lili-King, dont le département ministériel assure la tutelle technique de l'Agence de régulation des télécommunications, tirait la sonnette d'alarme en servant un rappel à l'ordre au tout nouveau, ou bien alors à la toute nouvelle présidente du conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications. Dans cette note, tout en rappelant la nécessité du respect de la réglementation, Madame la ministre dénonce aussi de soupçons de corruption avec des marchandages de postes. Dans ce même rappel à l'ordre, Midel Libom Lili-King relevait également le fait que les recrutements aient eu lieu sans texte ni respect du plan d'organisation des établissements, des effectifs de l'établissement et des besoins réels en ressources humaines. Les explications fournies par la PCA de l'ART, qui faisait état du respect plutôt des règles, n'a pas du tout convaincu la tutelle technique. Alors, le 31 juillet dernier, la mine Postel, s'appuyant sur la 46e session ordinaire du conseil d'administration tenue le 30 juin 2020, précise dans une correspondance adressée cette fois-ci au directeur général, je cite, « Qu'en ce qui concerne les résolutions portant recrutement des personnels, vous voudrez bien procéder à l'annulation, c'est bien écrit, des processus en cours et les reprendre dans le strict respect du plan de recrutement annuel de l'ART, tenant compte du cadre organique de l'organigramme. » Une annulation, fin de citation, je précise, une annulation donc des recrutements qui n'est rien d'autre qu'une gifle légendaire administrée au PCA, le professeur Justine Difo Tuicam. Cette annulation des recrutements au sein de l'organe en charge de la régulation des télécommunications a suscité une vague de réactions sur la toile. Des esprits étriqués à l'ignorance avérée, exacerbée par un tribalisme à outrance, sont allés jusqu'à dire que la PCA n'est pas du tout appréciée. On lui veut particulièrement, ou alors on lui en veut particulièrement parce qu'elle est originaire de Grassfield, au milieu de la mafia boulot. Non. Certains s'interrogent sur l'activisme même spontané de Madame la mine Postel par rapport à cette affaire. Surtout s'interrogent, Madame Libom Lili-King doit-elle invalider les résolutions d'un conseil d'administration par une simple correspondance adressée
au directeur général de l'AET, qui n'est pas membre du dit conseil d'administration. D'abord, en ce qui concerne l'activisme, précisons que le ministère des Postes et Télécommunications assure la tutelle technique de l'Agence de régulation des télécommunications. Il est donc notamment chargé de veiller, il faut bien qu'on se comprenne, de veiller sur et surtout au maintien d'un climat de confiance entre les dirigeants des organes sociaux. Entre autres, la tutelle qu'est le MIPOSTEL doit également s'assurer de la cohésion des résolutions des organes délibérants, c'est-à-dire le conseil d'administration, et des stratégies au plan des politiques publiques sectorielles ainsi que leur conformité aux lois et règlements en vigueur. C'est donc fort de cela que la MIPOSTEL avait annulé les nominations de l'ancien directeur général, et là nous étions au mois d'avril 2020, du président du conseil d'administration Hassanam Hamad, qui avait lui aussi maille à partie avec l'actuel directeur général de l'ART. Au mois d'avril dernier donc, la MIPOSTEL avait déjà stoppé là également les nominations de ce PCA du fait du climat délétère dans cette structure qu'est l'agence de régulation des télécommunications. Alors l'arrivée de la nouvelle PCA a été loin d'avoir ramené la sérénité. Le DG qui lui doit proposer au conseil d'administration les recrutements et les nominations a voulu donc effectuer un passage en force en procédant à des recrutements. Il a été stoppé net par la ministre. De l'autre côté, c'est plutôt le conseil d'administration, alors la présidente du conseil d'administration qui, lui, elle aussi, veut imposer ses nominations. Ça n'a pas du tout marché. En tout cas, ça a été validé par le conseil d'administration. Mais, mise en minorité et pas du tout d'accord avec la PCA, déjà soupçonnée de corruption, le directeur général a tout simplement, c'est de son devoir, il a également saisi la ministre des Postes et Communications eu égard au climat de tension qui règne à l'AET. L'Ibom Liliken a donc décidé de renvoyer les deux parties dos à dos en annulant tout simplement le recrutement. C'est-à-dire le DG avec son personnel voulait recruter un certain nombre de personnes, PCA n'était pas d'accord. Maintenant la PCA propose au conseil d'administration ces personnes, le conseil d'administration valide, le DG maintenant va saisir la ministre qui est tutelle, n'est-ce pas, la tutelle de l'ART, et elle se rend compte qu'il y a donc un climat délétère au sein de la maison et décide donc d'annuler tout simplement ces recrutements. Alors c'est pourquoi je reviens sur ce principe assez clair, que la tutelle, le MIPOSTEL doit s'assurer de la cohérence des résolutions des organes délibérants. C'est-à-dire il faut que le DG, le PCA ou alors la PCA et même le conseil d'administration, que tout cela se fasse en harmonie. Sinon, on annule purement et simplement. Puisque à l'AET, on ne se le cache pas, le DG, le PCA, c'est vraiment pas bonnet blanc en bonnet. C'est plutôt le contraire. Pourquoi? On le sait très bien, à l'AET, beaucoup d'argent circule. Beaucoup d'argent circule. Je voulais vous le dire à l'oreille, mais... On ne peut pas le dire à l'oreille, hein. Ce qui se dit tout bas, on peut le dire également tout haut. En tout cas, de ce côté-là, on a l'impression que le réseau est brouillé. Tout est brouillé, complètement brouillé. Alors là, bon, j'ai une pensée pour une collègue qui est, n'est-ce pas, qui était déjà aussi là-bas, mais les choses se compliquent vraiment pour elle. Une collègue ou une consoeur? Bon, enfin, c'était une collègue, on va toujours dire qu'on collègue. Parce que, le réseau est brouillé. Hein. Le réseau est très brouillé parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'ART. Bon, ben, ce sont les réalités. En 2015, c'était un bilan de près de 47 milliards. Vous devez savoir justement que le milliard, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Vous savez que la télécom, ça donne... les télécommunications donnent beaucoup d'argent en ce moment. Vous savez ce qui se passe... Et pendant ce temps, moi je vais revenir également sur madame le professeur Justine Difo-Tunkem. C'est elle qui est more woman et surtout in politics. Eh bien, là-bas aussi, on l'a scellé. Il y a des périodes sombres comme ça qu'on traverse. On a l'impression qu'il y a une épée de Damoclès qui plane il y sur a sa quelque tête. chose qui ne va vraiment pas parce que tout remonte en surface. Vous savez bien, quand les mauvais esprits traversent votre tête, forcément... La dernière fois, un de nos confrères a appelé madame la professeure Justine Difo-Tunkem. Elle a déclaré haut et fort qu'elle remet tout à Dieu.
C'était sa réponse. Elle n'a plus le choix parce que face à ce mur de Berlin qui se dresse devant elle, elle ne peut que penser à Dieu en ce moment. Enfin, si elle a souvent fait, c'est le cas. C'est le bon moment en tout cas. D'élever les mains vers les cieux. Surtout prier, madame, parce que les temps deviennent très très difficiles, puisque tout semble être contre elle. Le DG déjà, ensuite, voilà l'administration qui commence à fermer ses structures, son ONG. Du côté de la CNPS, on dit que ça fait déjà des mois qu'elle n'a pas versé. Hein. Et moi, je crois que... Oui, voilà. Et moi, je pense que ça devient de plus en plus difficile, d'autant plus qu'elle est enseignante d'université, n'est-ce pas, professeur d'université. Ça fait très, très mal. Moi, je crois que le mieux serait tout simplement de démissionner? Bon, merci de me là. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut toujours passer comme ça en eau trouble. Pour son honneur. Passer en eau trouble. Quitte à ce qu'elle rebondisse ailleurs, mais qu'elle puisse tout de même jeter l'éponge. Moi, je crois que il y va de sa crédibilité pour... Non, je ne pense pas pour moi. Pour ma part, pour former la jeunesse. Quand on est en eau trouble, on montre justement qu'on est innocent. Et en ce moment-là, on se laisse entraîner justement par une nouvelle vague et montrer à la terre entière que justement on a les mains propres. Même si quelque part quelqu'un me disait, ben les mains sales, Jean-Paul Sartre en sait quelque chose. En sait quelque chose. Merci beaucoup, Hervé Boukoué, d'avoir été là ce matin pour cette chronique. Mesdames, messieurs, restez avec nous dans un instant. Nous allons justement démarrer avec le débat, mais pour l'heure, mes invités sont déjà là ce matin. Même si quelque part la chanson est un peu triste, hein, sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. On espère bien que vous avez compris. Patient Parfendo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes amis du panel que vous aurez l'amabilité de nous présenter tout à l'heure. Merci pour cette énième invitation. Je suis triste aussi le départ de Tato et Stéphane, oui, qui fait vraiment l'une des valeurs sûres du football camerounais, du sport en général. Et qui est mort dans des conditions vraiment assez difficiles pour un pays comme le nôtre. Et ça pose la problématique, bien le problème de l'encadrement des sportifs en fin de carrière. Donc vous voyez, les travailleurs, ceux qui ont travaillé et qui ont pu cotiser la CNPS ont un pécule. Les footballeurs, il n'y a plus rien. Donc il faut peut-être qu'on pense à mieux organiser, pas que les footballeurs, les sportifs en général. Oui. Parce que peut-être on parle des gens, des footballeurs qui sont les plus en vue, mais imaginez un seul instant, les gens qui sont lancés dans l'athlétisme, dans d'autres sports, vous allez bien voir qu'ils sont presque tous de la même enseigne. J'ai vu quelques-uns en fin de carrière, c'était désolant, bon mes frères. Mais ce que vous oubliez, c'est que le grand Mbappé Lépé, dont nous nous orgueillons, on est orgueilleux de dire Mbappé Lépé fut un grand, mais il a fini comme morguier à l'hôpital à Quintine. Donc, si cette mort de Tato ne remet pas sur la sellette ce problème-là, pour que l'État et tout ce qui tourne autour du football, qui brasse beaucoup d'argent, essaie de regarder comment on peut organiser ce secteur de telle manière que quand on a été une gloire, qui est quand même d'une certaine manière une étoile camerounaise, qu'au moins ces derniers jours ne soient pas aussi moroses, aussi tristes. Certes, les gens peuvent me reprocher que mais ça dépend d'eux, s'ils ont mal géré leur carrière. Mais qui a bien géré sa carrière, en réalité? Est-ce des fonctionnaires des administrations financières parce qu'il a plusieurs duplesses volés, tapés dans l'argent qui devait revenir à la cagnotte générale? Est-ce que c'est ça, lui, qui a réussi? C'est quoi quelqu'un qui a réussi? Donc, il faut faire attention. Il faut qu'un encadrement, il faut qu'il y ait des garde-fous. Il faut que quand il y a des gens, et puis surtout un domaine qui génère autant d'argent que le football, qu'au moins ceux qui ont participé, n'est-ce pas, à donner cette possibilité-là, puissent à la fin de leur jour bénéficier de cette affaire-là. Alors, j'ai entendu aussi des gens qui disent la question des primes. Oui, ils demandent trop. Aujourd'hui, les gens demandent trop. Les footballeurs demandent trop de primes, alors que hier, les gens jouaient seulement pour le drapeau. Ça ne veut absolument rien dire. C'est comme vous me dites, M. Ngos, vous êtes à DBS, vous faites de DBS aujourd'hui un plateau de référence, une chaîne de référence, et qu'on me dise demain, DBS a pu engranger beaucoup d'argent, et que Ngos n'a pas à se plaindre, parce que non, c'est faux. Ceux qui se sont donnés corps et âme, qui ont sué de leur sang et de leur sueur pour donner du prestige, mais surtout donner la possibilité à un secteur de clore, il faudra qu'on voit qu'au bout du process, que ces gens-là sont quand même
dans bien une nanti, certaine bien loti. relative aisance qui leur permet quand même de ne pas regretter d'avoir servi un corps aussi important que le monde du sport en général. Merci en tout cas d'être là ce matin, hein, patient, pas fin d'homme, ça faisait longtemps qu'on vous a pas vu sur plateau, on sait pertinemment que vous étiez ailleurs, hein, sous d'autres cieux. Ça, il faut le préciser. César Honoré Ngomo, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour mes copanélistes et bonjour à tous les exploitateurs qui se donnent la peine de nous suivre ce matin. Vous me permettez, Gosse, de souhaiter une agréable journée à l'exécutif communal de Douala 3e et toute sa population qui est en attente d'un certain nombre d'actions. Mais malheureusement, nous sommes en train d'assister à beaucoup de guerres. Donc, c'est pas peut-être l'objet, mais je voudrais tout simplement prier l'exécutif municipal de Douala 3e, dont je fais partie du corps du conseil. Et il est important de pouvoir préciser que le maire, la semaine dernière, on m'a titillé par rapport à ces nominations-là. Voyez-vous, le maire a procédé pour la première fois après 5 ans, après 5 mois, à la tête de cette commune, à certaines nominations, à certains grands changements. Et sur une trentaine de nominations, lorsque vous écoutez les uns les autres, tout le monde crie. À tue-tête, il a maintenu le SDF. Il a maintenu le SDF. Et je me suis posé j'ai mené ma petite enquête et je me rends compte que, oui, le RDPC, nous sortons de 6 ans de disette. Et par la contribution des uns des autres, nous avons pu reconquérir la mairie de Douala 3e. C'est-à-dire que quand vous regardez la configuration, que ce soit du personnel, automatiquement, c'est d'abord des Camerounais avant d'être d'un parti politique. Et le maire, qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il venir balayer tout ce qui est... Non, c'est des employés. Donc, automatiquement, il a procédé à la nomination. Et parmi les 30, il a maintenu au moins sur certains postes stratégiques 5 agents qui ont été recrutés par le SDF, qu'ils soient militants ou pas. Mais beaucoup se refusent de se poser la question, si les agents, soi-disant du SDF, premièrement, la première question qu'on devrait se poser, sont-ils des Camerounais? Et lorsqu'on s'est posé cette question et qu'on a répondu, sont-ils compétents au poste qu'on aurait bien voulu mettre un gars du RDPC? Et la troisième, y a-t-il eu compétence égale pour pouvoir permettre au maire d'opérer un choix, de choisir donc celui du RDPC. Et vous voyez, c'est l'une des rares mairies où, lorsque j'ai eu une discussion un peu particulière avec le maire pour pouvoir sonder ces interrogations, on se rend compte que le maire a donné le ministère des Finances de sa commune à un gars du SDF. Ça veut dire qu'il se laisse au contrôle tout habitué. Ça veut dire que ça fait preuve de transparence. Il voudrait travailler dans la transparence. Ça veut dire que s'il fait mal, c'est lui, c'est le SDF qui a d'abord tiré sur lui que mais voilà les dépenses que tu as dû faire. Mais je pense que dans une schématisation comme celle-là, il faudrait que les esprits s'apaisent. Il faudrait qu'on permette à cet exécutif de pouvoir travailler. Et que ceux qui se donnent donné pour métier de pouvoir colporter à gauche pour amener à droite, de prendre à droite pour amener à gauche, pour se faire bien voir. Là n'est plus, nous sommes en train de passer à la fonction publique locale et elle a besoin de nouvelles compétences pour pouvoir pallier aux défis qui interpellent la gouvernance locale. Merci beaucoup à César Honoré Ngomo. À chaque fois que vous venez sur notre plateau, vous profitez toujours des 5 minutes pour parler de votre commune. C'est bien. C'est toujours bien. Bienvenue en tout cas à vous ce matin. Merci. Docteur Yam Timba, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Gosse et merci de m'avoir invité encore une fois. Très heureux de vous avoir sur notre plateau. Albert Anotari ici, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes ainsi que les nombreux téléspectateurs d'IBS Matin, particulièrement ceux qui nous regardent du côté du Bénin qui a eu à fêter son indépendance le week-end dernier, ceux qui nous regardent du côté du Niger qui fait son indépendance aujourd'hui. Eh bien, permettez-moi de donner un coup de gueule ce matin. Il s'agit d'une problématique que j'ai eu à soulever ici qui concerne justement l'incivisme. Parce que nous avons l'habitude de dire qu'on veut le changement, on veut le changement. Eh bien, quand le changement arrive, nous sommes les premiers, nous allons les premiers à dévoiler ce changement. Faites un tour après cette émission sur l'axe qui conduit au stade de Japon. Vous serez désolé. On a une route qui est encore en chantier est devenue
un marché. Une route qui est encore en chantier, les populations y ont érigé une décharge publique sur le trottoir. Au nez, il y a la barbe des autorités de la ville, y compris sa mairie. Donc moi je pense que... Sa mairie à lui? Oui, sa mairie collecte le TVPC. La mairie, c'est la mairie du peuple. C'est pas la mairie d'un être humain. Parce que chaque fois qu'ils vont aider à Ouayaoundou, ils passent par là. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de cette situation. Et la dernière, je sors par là. Là, je voudrais m'adresser au maire de la ville. Il y a un plan d'urbanisme qui a été mis en place. Eh bien, je pense qu'il va falloir que tous les habitants qui vont être construits de ce côté-là respectent un plan d'urbanisme pour qu'on puisse véritablement voir la beauté de ce stade. Merci beaucoup Albert Natoula ici, mais je tiens à rappeler également que ce n'est pas la mairie de... Non, César, vous n'avez pas la parole. Juste apporter une petite précision, en une minute, par rapport au problème qui vient de soulever, je ne refuse pas que ce soit ma mairie. Je fais partie de l'exécutif. Non, pas l'exécutif, du conseil municipal de Douala 3e. Voyez-vous le problème dont vous venez de poser? C'est un problème où, personnellement, j'ai été attaqué. J'habite là, à la sortie de la Total Surtaxe, là, j'habite là. Et j'ai eu le courage, un jour, d'interpeller certains voisins, à leur présenter, mais regardez, quand vous voyez ce boulevard, est-ce que ça ne vous gêne pas de venir commencer à vous installer là, à mettre... À déverser les ordures. Vous savez ce que j'ai reçu? Mais il y a un qui a failli me molester. Il m'a dit, il m'a promis me faire ça dur si jamais on arrivait à toucher à son conteneur. Moi, je l'ai fait. J'ai m'interpellé les commerçants qui vendaient tout au milieu là. Ils m'ont dit, non, grand frère, dès qu'on a rien là-bas, nous, on va partir. Mais vous voyez chaque jour, regardez ma publication de vendredi et de samedi. C'est les larmes aux yeux. Je suis interpellé par tous mes voisins aujourd'hui qui m'engueulent, qui me disent, mais César, on va vous envoyer là-bas. Pourquoi? J'ai fait un message au maire de la ville, j'ai fait un message à monsieur Poupabo Sambo, qui est maire de Douala 3e, et il m'a donné une réponse. Il m'a dit, nous allons donner une suite très favorable très bientôt. Donc, tous ces voisins, toutes ces populations qui sont installées là, qui sachent que ce n'est on va les dégaper. Non, ce n'est que... Et on maintiendra cet espace pour qu'il soit propice. C'est pourquoi il était conçu. Messieurs, mesdames, vous l'avez bien compris, tout de suite maintenant, voici le débat. Le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est bien sûr le Cameroun, la communication gouvernementale, les ratés, les limites, les opportunités et surtout les capacités de mobilisation. On s'interroge d'ailleurs ce matin si jamais il y a de ce côté-là une vraie communication gouvernementale. La réalité observée au Cameroun tend à discréditer les pratiques en matière de communication en général. La convergence recherchée, en particulier par la communication publique pour ce faire, nécessite qu'un certain nombre de préalables faisant l'objet d'accords de la part des principaux acteurs de cette communication soient établis en aval comme en amont. Au nombre de ceux-ci, une gouvernance dont la volonté de communiquer est clairement exprimée, une communication interne de l'administration publique dont la charte est publicisée et sur laquelle s'impliquerait la communication externe des professionnels de la communication publique formés à cette fin, et la liste n'est pas exhaustive. Toutes choses, il faut le dire, qui ne s'observent pas aisément aujourd'hui en contexte camerounais, où la culture du secret et les atermoiements démocratiques prédisposent peu à l'idéal de communication publique. Eh bien, la qualité du service public, la satisfaction du citoyen usager, nœud gordien de cet idéal, procède à tout le moins d'une maîtrise de la gouvernance publique et surtout de ses enjeux. Le problème que nous soulevons sous le prétexte, et aujourd'hui d'ailleurs, ce lundi 3 août de l'an de grâce 2019, est tout simplement au Cameroun, communication gouvernementale ratée, limite, opportunité, capacité de mobilisation. Eh bien, est celui où l'affaire de tous est celui des pratiques de communication publique s'inscrivant dans un étau bureaucratique n'impliquant pas d'accountability et en contradiction avec les attendus du New Public Management de l'administration publique camerounaise. D'où la problématique suivante: comment comprendre que hors du contexte de gouvernance d'une administration publique peu soucieuse d'accessibilité des services publics, d'amélioration de la proximité avec des usagers, d'accueil de ces derniers, on puisse parler de démarche de communication publique. Qu'est-ce qui se passe au sein même du gouvernement camerounais? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'arrive pas souvent à communiquer? Parfois, le gouvernement fait de très belles choses, mais on se rend compte finalement
que parce que le gouvernement n'a pas communiqué, eh bien, sur les réseaux sociaux, on le prend d'un autre ton. Dr Yamba. Écoutez, si vous regardez l'architecture actuelle de notre gouvernement, vous avez le sentiment que la communication est une préoccupation importante. Il y a une cellule de la communication à la présidence de la République, il y en a une au Premier ministère, il y en a dans chaque ministère, il y en a même dans chaque... vous avez... Dans chaque ministère. Dans chaque ministère, oui. Mais également dans les différents organismes que l'État crée, vous avez des cellules de communication. Le seul problème, c'est que la prise de parole semble être beaucoup plus dans la réaction. C'est-à-dire que vous avez vu à peu près ce que monsieur le conseiller municipal, comment il a ce qui s'est passé tout à l'heure. On est dans la réaction. Un gouvernement ne doit pas être dans la réaction. Parce que l'entité qui donne le ton dans le pays, ça doit être justement le gouvernement. Le problème que nous avons chez nous, c'est que le gouvernement réagit. Regardez Ngarbou. Regardez l'attentat de Marois. Regardez ce qui s'est passé à Bouya lorsque les enfants étaient décapités. Regardez même dans les années 90, les 7 de Bépanda, le commandement opérationnel. Souvenez-vous des morts de Bamenda en 90. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui semble être une façon de faire. Elle est devenue une habitude finalement. C'est pratiquement, oui, c'est-à-dire un mode de fonctionnement. Le gouvernement réagit. Regardez même RTC, dernièrement, qui a été une opération extrêmement encourageante. Mais regardez comment la communication gouvernementale s'est faite. Elle s'est faite sur le mot de la réaction. Et d'une part, ça se fait sur le mot de la réaction, et puis d'autre part, on a le sentiment que la plupart du temps, le ministre de la Communication lit. C'est comme s'il était un lecteur de nouvelles. C'est-à-dire, il vient dire, voici ce que le gouvernement a décidé, voilà ce qui va se faire, voilà, etc. Et on est face à un lecteur de nouvelles. Lorsqu'il est avec un de ses collègues, on dirait un invité de journal télévisé. Et au fond, le peuple ne comprend rien à ce que fait son gouvernement. Oui. Le peuple a l'impression que, pour les plus âgés, avec lesquels j'ai discuté par exemple ce week-end, ils ont l'impression de faire face à des administrateurs coloniaux qui ont quelque chose à venir vous dire, ils viennent vous informer, point. Mais c'est pas ça la communication qu'on attend du gouvernement. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est deux choses essentielles et qui doivent structurer toute la prise de parole de l'État. La première, c'est la restitution. La première chose qu'un peuple attend de son gouvernement, c'est qu'il rende compte. Le problème, c'est que la plupart des gouvernants pensent qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, que c'est eux les patrons. Vous n'êtes pas les patrons. C'est le peuple qui est votre patron, vous êtes les employés. Or, un employé fait quoi au quotidien? Du reporting. Il rend compte. Or, nous avons là des personnes qui confondent le poste, le fait d'avoir le poste et la position dans la société. Vous avez un poste, vous êtes président de la République, vous êtes premier ministre, vous êtes maire, vous êtes conseiller municipal, vous êtes député, vous êtes sénateur. Monsieur, vous êtes un employé. Je n'ose même pas parler des autres qui ont été nommés. Quand vous prenez ceux qui ont été élus, le président, les députés, les sénateurs, les maires, les conseillers municipaux, et j'espère rapidement, bientôt, les gouverneurs de région et les conseillers régionaux, vous êtes des gens qui ont sollicité un suffrage quelque part. Et vous devez aller rendre compte à ces gens-là de ce que vous faites, parce qu'ils vous ont donné un mandat. Maintenant, tous les autres qui ont été nommés, c'est encore pire. C'est-à-dire que vous devez vous assurer que vous rendez compte. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand on parle de communication gouvernementale, on a un gouvernement qui n'a pas été élu, qui est censé rendre compte, qui a d'ailleurs présenté et défendu un programme économique, social, culturel à l'Assemblée, au Parlement, appelons ça comme ça, et qui doit venir nous rendre compte. Est-ce que c'est ces gens qui n'ont pas été élus qui doivent nous rendre compte? Non, on ne les connaît pas. Ils n'ont été élus par personne. Lorsque ils font de la communication, en fait, c'est de la communication subsidiaire. Oui. Et en amont, il devrait y avoir la communication principale, celle de celui qui a été élu, c'est-à-dire le président de la République. Or, malheureusement, quand vous regardez depuis 60 ans ce qui se passe dans notre pays, le président de la République ne communique pas. Le président de la République vous dit, point. Il ne communique pas avec vous. Communiquer, ce n'est pas une prise de parole unidirectionnelle.
Ça, c'est du colonialisme. C'est comme ça que les administrateurs coloniaux fonctionnaient. Communiquer, c'est une prise de parole bidirectionnelle. Vous dites quelque chose. D'ailleurs, vous êtes allé demander un mandat. Les autres vous l'ont donné. Vous devez donc rentrer, leur dire ce que vous avez fait pour eux. Et lorsque vous rentrez, leur dire ce que vous avez fait, vous retournez avec leurs attentes. Donc, vous avez là ce qu'on appelle donc, vous avez dans un premier mouvement, le premier mouvement, vous sollicitez un mandat, il vous est donné deuxième mandat, troisième mouvement, vous rendez compte de ce que vous avez fait du mandat, et dans un quatrième mouvement, vous collectez les attentes, les remarques, les suggestions de ceux qui vous ont donné un mandat. Et la communication gouvernementale, qui doit être plus entendue comme communication de l'État, ne devrait pas être basée sur les conférences de presse, les points de presse des ministres ou du Premier ministre. La conférence gouvernementale doit être, la communication de l'État doit être basée sur la restitution que fait celui qui a le mandat suprême, le chef de l'État, et sur les mandats secondaires, les autres mandats, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les conseillers municipaux. C'est eux. Parce que même le maire, il est élu local, mais il est élu par les conseillers municipaux. Donc, c'est les conseillers municipaux qui, normalement, ont reçu un mandat du peuple. Le mandat du maire n'est pas reçu directement du peuple. C'est un suffrage qui n'est pas direct. Le conseiller municipal représente donc le peuple. C'est eux qui représentent l'exécutif. Ils doivent rendre compte. Oui. Est-ce que, c'est bien ce que faisait le conseiller municipal tout à l'heure, en disant, voici ce qui se passe dans notre commune. Mais ça, il doit aller le dire à ses électeurs, pas à la télé. Pas à la télé. S'il vient le dire à la télé, pas, je veux dire, à l'opportunité à la télé, non. Il doit préparer justement cette communication. Rentrer le dire à ses militants, ceux qui l'ont élu, à sa circonscription électorale, voilà ce qui est en train de se faire. Et nous le faisons pour telle raison. Et la communication de l'État, spécifiquement, doit toujours être mise en cohérence avec au moins un certain nombre de points de souveraineté de l'État. Quelle que soit la prise de parole du chef de l'État, quelle que soit la prise de parole de son gouvernement, soit doit être mis en relation avec la sécurité nationale, la justice, l'éducation, les finances, les relations internationales, et une chose qu'on a tendance à oublier, qui est le cœur même qui est au cœur de toute la vie de tout État, et qui devrait être un ministère de souveraineté, qui devait toujours être dirigé par un ministre d'État, la culture. Donc, quand tout cela est mis en cohérence avec ces différents ministères ou avec ces différentes activités de souveraineté, eh bien, à partir de là, le peuple comprend mieux, il y a une certaine lisibilité de ce que fait le gouvernement. Et vous avez des choses beaucoup plus simples dans la communication de l'État qui ne sont pas faites. Est-ce que vous savez que nous avons l'un des viaducs les plus hauts de ce pays? Vous savez où ça se trouve dans ce pays? Non, je ne connais pas. Qui doit en parler? Moi? Vous? C'est pas le gouvernement qui a dépensé notre argent qui doit nous dire ça? Est-ce que vous savez combien nous a coûté la construction du port de Kribi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas connu? On devrait le savoir. Vous savez combien a coûté le stade de Japoma? Savez-vous que c'est l'un des plus beaux stades du monde, classement FIFA? Monsieur le conseiller municipal, c'est chez vous. Ça, le saviez-vous? Les 5 premiers dans le monde. Qui en parle? Savez-vous que nous avons un de nos musiciens qui a joué dans l'une des productions artistiques depuis il y a 1 an, mais qui vient d'être publiée aujourd'hui et qui est faite par l'un des artistes les plus en vue du monde qui s'appelle Beyoncé, et que cet artiste-là s'appelle Salatiel? Est-ce que le gouvernement en a fait cas? Est-ce que le gouvernement exploite de tels filons? Savez-vous qu'il y a un Camerounais qui vient de proposer à l'État du Cameroun un traitement révolutionnaire, innovant contre le paludisme anémique? Le paludisme anémique est la forme de paludisme la plus meurtrière. Sur les 11 000 cas de l'année dernière, 3 cas sont dus au paludisme anémique. Et qu'il y a un Camerounais qui vient de proposer un traitement au ministère de la Santé publique. Le saviez-vous? Mais ce n'est pas à nous de le dire. C'est ça le travail du gouvernement. C'est ça la communication de l'État. C'est ça la communication de l'État, parce qu'à ce moment, ça permet de rassurer. Ça permet de créer la cohésion. Ça permet de susciter le débat public qui permet d'avoir un certain consensus. La communication du gouvernement n'est pas d'abord pour dire, elle est d'abord pour écouter. Lorsque la communication, elle est d'abord pour écouter, eh bien, à partir de là, le gouvernement crée ce qu'on appelle la détente, la paix sociale,
et il y a une certaine inclusion, une certaine forme de participation. L'essentiel du dévoiement de la communication, vous avez parlé des réseaux sociaux, de tout le reste, c'est parce que les gens ne savent pas ce que fait notre gouvernement. Les gens ne savent pas quelles décisions le président prend. Les gens ne savent pas réellement l'argent public sert à quoi, il est utilisé comment, il va dans quel sens. Les gens ne savent pas du tout où en sont les projets qui sont annoncés. Nous avons parlé sur ce plateau du plan triennal, le fameux plan d'urgence. Personne ne sait où c'en est. 2015-2017. Le plan jeune, personne ne sait où c'en est. Si vous demandez aujourd'hui, si vous allez là tout de suite, vous prenez votre téléphone, vous appelez n'importe lequel de nos ministres pour lui demander il en est où avec le budget 2020, il n'est pas capable de vous le dire. Tout en espérant d'ailleurs qu'il va prendre le téléphone. Hein. Or, tous les 3 mois, il devrait faire un point pour vous dire voici le point, le compte rendu d'activité que nous avons. Il faut qu'on sache exactement qu'il y ait une certaine lisibilité pour tout le monde et que finalement, il y ait un appel à vocation, parce que c'est ça qui suscite les vocations, parce que les gens voient où on va, et c'est ça qui permet de mieux structurer la vie sociale. Albert Anatola, ici on a l'impression justement aujourd'hui au Cameroun que ceux qui sont à la tête de notre État, ils n'ont de compte à rendre à personne, et on a l'impression qu'on est dans l'omerta, le secret le plus fermé possible. Je crois que c'était dans son adresse à la nation en 2015, le président Biya justement fustigeait la problématique de la cohésion de l'action gouvernementale. Oui. Et comme pour confirmer justement cette cacophonie de l'action gouvernementale, quelques années plus tard, nous avons vu le ministre de l'administration territoriale et le premier ministre marcher dessus en matière de communication relativement à la crise dans la zone anglophone. Oui. Pendant que le chef du gouvernement rassurait les populations des 2 régions que le président de la République, dans le cadre du grand dialogue national, va débattre de toutes les problématiques sur France 24, attendant d'y tenir notre discours. Bon, voilà donc une illustration qui illustre notre propos, c'est-à-dire qu'il y a une cacophonie. Mais la problématique centrale, c'est de savoir pour qui communique le gouvernement. Mais avant d'y arriver, je pense qu'il faut d'abord questionner même la formulation. Parce qu'ailleurs, vous avez le porte-parole, mais chez nous, vous avez le ministre de la Communication. Oui. Il y a donc d'abord un problème de formulation. Et s'il y a un problème de formulation, ça veut dire que les objectifs ne sont pas les mêmes. Vous avez, tout à l'heure, il a évoqué le cas de la cellule de communication de la présidente de la République qui, à mon sens, devrait plutôt communiquer pour les activités du président de la République et qui est sur la coordination du directeur adjoint du cabinet civil. Vous avez au premier ministère la division de l'information et de la coordination de la communication gouvernementale qui, en fait, devrait s'assurer de l'ensemble des activités des départements sectoriels, de manière générale. Vous avez à l'intérieur des ministères des cellules de communication qui, pour la plupart, sont coordonnées par les anciens journalistes, soit les anciens journalistes, soit les nouveaux qui ont voulu changer, n'est-ce pas, de casquette. Mais finalement, quel est l'objectif? Quelle est la mission? Parce que très souvent, lorsque vous faites le tour de certains ministères, ces départements ministériels, d'abord, vous n'avez pas un site qui est actif, un site web qui est actif, parce que c'est à cela que également devrait servir une cellule de communication. Très souvent, ils n'ont pas une sorte de bulletin, c'est-à-dire un magazine qui informe des activités de ces ministères-là, oui. Mais ils ont pourtant un gros budget. Donc, la question fondamentale, c'est de savoir pour qui communique le gouvernement et à quel sens, pour quel objectif. On a l'impression justement qu'on est dans un secret où on n'a pas besoin de divulguer des informations. Non, le problème se pose au niveau de l'organisation même, de la structuration même du gouvernement. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Il y a beaucoup d'interférences. Tout à l'heure, il en parlait du fait que le gouvernement n'est pas proactif, le gouvernement est réactif. Et ça, c'est un problème. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez indiqué, ça, tantôt, le gouvernement devrait anticiper. Oui. Mais quelquefois, il faut que ce soit les ONG qui canalisent le régime en place pour que le ministre de la Communication sorte de sa réserve
Pour que le chef de l'État il faut que mette une enquête. Oui, il faut que ce soit la presse nationale qui sort un livre de nulle part pour qu'il y ait des réactions. Il faut que ce soit un parti politique, bien membre de la société civile, qui pose une action qui secoue un peu, n'est-ce pas, les fondements du régime pour qu'il y ait une sortie. Non, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. La communication gouvernementale, c'est d'abord une interaction dans l'activité gouvernementale, c'est-à-dire entre différents départements ministériels. Ça veut dire que l'actuel ministre de la communication n'est pas à sa place parce que c'est un diplomate. C'est un ministère qui devrait être véritablement confié à un communicateur. Donc il n'est pas à sa place. L'actuel ministre de la communication devrait être ailleurs que là où il se trouve. Ça veut dire qu'en fait, le gouvernement n'a pas mis en perspective l'activité de communication gouvernementale. Il ne s'agit pas de ça. Donc nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème. Déjà, au niveau de l'organisation de cette communication, qui a beaucoup d'interférences. Nous avons également au niveau même de l'absence de proactivité de l'action gouvernementale. Parce que tout qu'on fait, il est tout à fait inadmissible que ce soit très souvent le gouvernement, que c'est la presse, la société civile, qui met en perspective les actions mauvaises ou bonnes, soit du régime, soit du gouvernement. Donc je pense que de ce point de vue, il est impératif de réorganiser même cette que nous appelons pompeusement communication gouvernementale. Et pompeusement également gouvernement. Je vais me tourner vers César Honoré Ngomon. César Honoré Ngomon, vous êtes justement conseiller municipal à la commune de la 3e. Chez vous également, on a l'impression qu'on est dans, il faut le dire, la réaction à la place de l'action. Bon, c'était quand vous dites chez nous, je sous-entends que... Je parle de la mairie, de votre mairie. Dans votre mairie. Non, j'avais pas... J'avais compris ça autrement, comme si vous souhaitiez être dans le gouvernement. Donc, c'est ça. Vous n'êtes pas dans le gouvernement, ne vous inquiétez pas. Bon, mais je suis quand même dans l'État. Oui. Je suis dans l'État. Et je pense que la problématique que vont vous poser, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans la mesure où je pense que nous sommes à l'ère de la 3e guerre mondiale. Elle n'est plus celle des bombes. Elle n'est plus celle des chars et des fusils d'assaut. Elle est celle du parler, du comment parler, de l'information. Nous allons très loin en parlant du gouvernement. Je pense que nous avons 360 gouvernements qui constituent notre État, qui sont nos 360 communes du Cameroun. Comment communiquent-elles pour ces populations dont on émane, dont elles sont le reflet de ce qu'elles ont hérité? Tout à l'heure, j'étais très admiratif du déroulement du Dr Yam, mais je retiens une chose. Parmi les exemples dont il a cité le stade de Japoma. Oui. En tant que citoyen de cette commune, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Lorsqu'on a commencé ces infrastructures, a-t-on anticipé pour pouvoir déjà démontrer la splendeur de ce qui est en train d'être fait? Je pense que oui, ça a été fait. A-t-on anticipé pour pouvoir prévenir, connaissant la mentalité de nos citoyens, que quand on va lancer ces axes, quand on va améliorer, ils vont commencer à venir s'installer. Laissons là-bas. Prenons nos axes. Quand vous prenez l'axe de l'aéroport jusqu'à Tradex. Quand vous prenez l'axe de Bonabiri à la sortie du pont jusqu'à avant les rails, je vis ça avec beaucoup d'amertume. Regardez ces grands boulevards. Et qu'est-ce qui doit caractériser ces grands boulevards? Mais vous voyez comment la délicatesse, soit des dirigeants, soit des décideurs, soit de certaines administrations connexes, ont laissé passer. Regardez, vous commencez par avoir un fil, deux fils, qui traverse un boulevard. Alors que techniquement, on a des moyens aujourd'hui de ne plus voir ce type de fils passer. Il y a des techniques qui permettent souterraines et autres. Lorsque vous vivez un spectacle comme celui-là,
À qui doit-on s'agresser? Lorsque vous allez vous agresser, par exemple, à Ennio, qui est censé, ils vont vous dire, parce qu'on a voulu faire la va-vite. Peut-être le maire de la commune, il va te dire, non, si j'étais pas là à l'époque, ou peut-être le... Non, il faut une coordination dans cette communication. Pour revenir au cas de Douala 3e, je pense que c'est bien beau de venir décrire, comme peut-être nous le faisons, et comme Anatole l'a fait, comme je l'ai fait vendredi, samedi, mais je pense que le temps nous revient. Avions-nous anticipé pour pouvoir prévenir, sachant, connaissant la mentalité de nos concitoyens, qu'au passage de ce boulevard, quand ils viendront occuper les emprises publiques. Oui. Qu'avons-nous fait? Et je tiens à préciser que cette route n'a pas encore été réceptionnée. Qu'est-ce que l'entrepreneur qui a gagné le marché a-t-il pris les dispositions, ou alors avait-il introduit dans son cahier de charges des moyens de pouvoir protéger jusqu'à la réception? Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte. Pour dire que j'ai mal parce que la problématique dont vous posez, elle n'est pas du ressort du gouvernement, elle est du ressort de moi, le citoyen. Plus forte encore, moi qui suis un élu de la localité. Bon, c'est vrai que je peux trouver des raisons que pendant c'était fait, nous n'étions pas là et autres. Moi, le citoyen, j'attends que le gouvernement communique. Hein. Moi, le citoyen, j'attends que le chef de l'État communique, qu'il me dise ce qu'il a fait pour moi. La communication, pour quel but? Il a dit, il a parlé quelque chose de très pertinent, anticiper. Mais si on s'est anticipé, bon, je vais prendre notre exemple. Est-ce que vous savez que, moi j'ai comme l'impression, hein, je peux me tromper, mais j'ai comme l'impression que très souvent, le gouvernement court, c'est-à-dire après un certain nombre de faits, c'est-à-dire court derrière la communication et n'anticipe pas, comme il disait. Je vous prends un exemple. Nous avons le président de la République en 2018. Nous l'avons appelé de tous les coins du monde. Oui. Pardon, représente-toi. Pardon, représente-toi. Mais nous sommes pas assez vigilants. Lorsqu'il a décidé de se présenter, il a fait une conférence de presse. A-t-il convoqué les journalistes? Est-il allé à la télé pour dire que je me présente? Mais il a utilisé les moyens de communication pour nous tous, qui détruisent et qui construisent aujourd'hui. Il a les tuer. Mais quand vous regardez dans cette communication, moi, quand quelqu'un me dit que le président de la République ne communique pas, je dis qu'il ne comprend pas. Mais il tue presque tous les jours, tous les matins. Ils sont combien de ministres? Par exemple, le ministre de la fonction publique. Il y a de nombreuses réformes. Je vous prends un exemple que moi j'ai vécu dans ma famille. Moi, j'ai un de mes frères, cadet, qui a été recruté dans ces ministères-là. Au niveau de la communication. Je vais vous faire rebondir. Le canal. Mon grand-père qui est au village ne connaît pas le tweet. Hein. Non. Je vous prends cet exemple. Le canal par lequel il a été informé, c'est pas le numérique. Ben, aujourd'hui, est-ce que toutes ces administrations ont pris conscience que ce qui nous amène aujourd'hui sur, par exemple, cette thématique est le manque de communication et de coordination de cette communication. Donc, quand je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, moi, mon réflexe en tant que citoyen, communiquer n'est pas regarder DBS ou regarder X chaîne. La première communication nationale, mon reflet de 6 h quand mon réveil a sonné, c'est de mettre le poste national. Je vais suivre ce qui s'est passé. Tout à l'heure à 13 h, je vais aller au poste national pour suivre quelles sont les informations. À 17 h, j'aurai le même réflexe. Quand je regarde une chaîne de télé comme celle-ci, là, il y a toujours des petites bandes d'annonces qui passent là. Chaque citoyen devrait aller chercher l'information. Mais le gouvernement va te dire à ce qu'elle communique. Le PAD va te dire qu'il communique, le ministère X va te dire qu'il communique, la présidence va te dire qu'il communique. Mais quelle est la coordination où les citoyens devraient s'approvisionner d'un certain nombre d'informations qui tentent soit de certaines opportunités ou de pouvoir faire certaines annonces ou de pouvoir décrire. Donc, c'est assez vague. Pour moi, dans ma tête, c'est assez bouleversé. Pour revenir dans le cas de la commune, je pense que nous souffrons de cette coordination. Y a-t-il une cellule de communication justement dans votre commune? Il y a une cellule de communication, mais n'en parlons pas pour le moment. Pas... Non, mais vous êtes conseiller municipal et vous avez des élus qui vous regardent, ceux qui vous ont élus. Oui, je pense que donnez-nous le temps nécessaire. Parce que 5 mois déjà, c'est déjà 5 mois. Pour le moment, le Covid a tout pris. Donc, je pense que nous avons un mec qui est assez volontaire. Le Covid n'a pas tout pris, vous n'êtes pas morts tous. Non, pour le moment, le maire est assez volontaire. Je ne sais pas ici, je ne suis pas son avocat, mais je pense que lorsque je regarde la projection de ce qui est en train d'être fait, on sollicite. La preuve, quelquefois, chaque fois nous avons eu des événements, nous avons toujours invité la presse. Mais la communication de notre mairie ne devrait pas se passer au niveau de la presse. Nous devons avoir des canaux assez réglementaires. Justement, qui permettent
aux populations qui nous ont donné cette mairie de pouvoir s'approvisionner pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on envisage de faire, ce que vous projetez, ce que nous projetons et où est-ce que nous en sommes, quelles sont les difficultés, quels sont les moyens. Je pense que la communication devrait aussi accéder dans tout ça. Après, normalement, nous avons promis faire pendant la campagne, nous avons promis faire telle route et pourquoi présentement nous ne l'avons pas fait? Est-ce que nous avons eu les moyens? Ou alors est-ce que peut-être le montage financier n'a pas été... Il y a tout ça, c'est de la communication ne devrait pas seulement venir donner des fleurs. On espère qu'on va revenir avec vous pour parler justement de cette communication patient, pas fin d'homme, jusqu'à preuve de contraire. Tout le monde parle du gouvernement, tout le monde parle justement du chef de l'État camerounais. Il n'y a pas de communication, qui doit même d'ailleurs communiquer quand on sait que sous d'autres cieux, au sein même de la présidence de la République, chaque jour il y a un briefing. Chaque soir il y a un débriefing. Bon, on a l'impression que dans nos gouvernements, dans notre gouvernement au Cameroun et au sein même de la présidence de la République, il n'y a pas de briefing, il n'y a pas de débriefing et les populations ne sont absolument au courant de rien. J'ai entendu de très belles choses sur cette question, sauf que je pense que nous éludons l'essence même de notre État, qu'on peut appeler vulgairement la nature de cet État. En fonction de la nature de chaque État, il y a un type de comportement, de culture qui s'installe. La culture de rendre compte, par exemple. La culture de communiquer, par exemple. Pour beaucoup de nos administrateurs, pour beaucoup de nos hauts fonctionnaires, je sais pas, dans leur comportement au quotidien, ça ne fait pas partie de leur comportement. Ils n'ont pas l'obligation, ni de résultat, ni de communiquer. Donc, je veux dire, conséquemment, de communiquer. Oui. Si vous ne communiquez pas, comment pouvez-vous être sûr que votre action, de l'autre côté des administrés, trouve un écho favorable ou défavorable? Alors, ces gens se sont mis dans une structure, dans un comportement tel que de toute façon, on n'a pas de compte à rendre, oui. Donc on n'a pas d'obligation de résultat de communiquer. Oui. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Quand vous êtes dans un état qui est autre qu'un État qui est le nôtre, qui est extrêmement jacobin, centralisé, où le rapport entre les administrés et les administrateurs n'existe carrément pas. Quelqu'un parlait du sens. Il y a un seul sens. Le sens de la communication, le sens du devoir, le sens de l'autorité qui va dans un sens vers l'autre. Et il n'y a pas de retour. Donc à partir de ce moment-là, les gens s'organisent pour avoir un type de communication bien défini. Je vais parler de la culture. Mais la question de la mobilisation, tout à l'heure, je crois que c'est Anatole qui en parlait. Même pendant ce Covid, le Premier ministre était obligé de taper de pointe sur la tête pour dire attention. Tout le monde ne va pas communiquer de manière désordonnée, n'importe comment. Il y a quand même des ministères qui sont dédiés pour faire ce boulot. Parce qu'à un moment donné, c'est une cacophonie qui ne disait pas son nom. Chaque ministre voulait se faire voir. À peu près, c'était... c'est l'effet du moment, faire un peu de buzz pour qu'on se rende compte que, ou bien pour que peut-être le Koukouma, c'est voir quand même que moi aussi je suis en train de bouger dans mon secteur. Or, un gouvernement qui est bien structuré, qui est en cohérence, n'est-ce pas, ne se comporte pas comme ça. Ne se comporte pas comme ça. Il y a une autre question qui a été aussi évoquée ici, je crois qu'il l'a posée. Il y a des communications spécifiques. Par rapport aux guerres que nous avons, principalement la guerre contre Boko Haram et la guerre dans la zone anglophone, il y a des communications spécifiques qui devaient être faites. Et celles-là doivent être proactives. Elles doivent toujours être dans l'anticipation, de manière permanente. Qu'est-ce qui est fait? Rien. Vous avez parlé des stades. Moi, ça me rigole encore quand on parle des stades. On nous a posé la question combien les stades ont coûté. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait. D'autres parlent de 33 000 milliards, d'autres 50 000 milliards. On spécule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans les spéculations en permanence. Et ça fait quoi? Ça fait le lit, justement, de la contre-information, des fake news, des deepfakes. Et vous ne pouvez pas empêcher aux gens qui n'ont pas l'information à bonne source de ne pas spéculer. Ils vont continuer de spéculer. Chacun va dire, il ira de sa petite musique pour dire ce qu'il pense être vrai. C'est comme par exemple, on nous a gavé, bassiné les oreilles avec l'histoire de le chef d'État est mort. Le chef d'État est mort. Le chef d'État est mort. Et on n'a pas vu une réponse de la part du pouvoir pour dire que, attention, de quoi vous parlez? Aucun ministre est sorti pour dire le contraire. On n'a pas vu. Oui. Et tout le monde se dit, bon, on attend le jour, le Koukouma va sortir. Effectivement, quand le nom est sorti, ça a encore créé d'autres polémiques. On a vu des flèches bleues, des flèches rouges. Il y a une oreille qui manque, il y a un nez qui n'est pas à sa place.
Vous voyez? C'est parce que justement, nous sommes dans un régime, dans un système où nos administrateurs, je veux dire, ceux qui nous gouvernent, pensaient à un moment donné qu'ils n'ont pas d'obligation de communiquer. Or, la communication elle-même, elle a varié, elle s'est déplacée. D'une communication qui était faite de manière, j'allais dire, plus ou moins cadrée, où on a des gens qui sont d'un côté et qui donnent l'information de l'autre côté. Il y a les nouvelles technologies et l'information de la communication qui sont arrivées, qui ont donné naissance à de nouveaux modes d'expression et qui peuvent avoir des conséquences virales, à la limite. Donc, est-ce que notre administration s'est adaptée, notre État s'est adapté à cela? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc, moi, je pense que nous sommes là face à un enjeu. Le premier enjeu, c'est qu'il faut remodifier complètement la nature de notre État. Tant qu'on aura cet État jacobin qui pense qu'ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit, communiquer pour eux va être ce que nous voyons là. Il faut modifier complètement, il faut changer la nature de cet État, qu'on a enfin un État qui est l'émanation de notre volonté. Parce que pour que je sois dans l'obligation de communiquer, il faut que je sache qu'en cas de différence dans ce secteur-là, je peux être puni. Alors, si je me rends compte que, de toute façon, écoute, il a beau gueuler, il a beau gueuler, ça n'ira nulle part, je n'ai pas l'obligation de rendre compte. Communiquer, c'est aussi rendre compte. Donc, voilà. Donc, à partir, il faut qu'on modifie la nature de cet État, comme je le disais. Deuxièmement, il faut qu'on introduise dans le corpus social, en général, la question de la culture de la communication. Il a pris un exemple tout à l'heure. Moi, je vois des gens en Dokoti qui se baladent, qui font ce qu'ils veulent. Tu leur poses la question, on dit que, voilà, maintenant, tu veux nous montrer que tu étais à l'école, ou bien toi, tu connais beaucoup. Ou bien parce que tu passes à la télé. D'autres te disent même, on n'est pas ici à la télé. Hein. Alors que tu es en train de poser un problème qui aura des incidents sur l'ensemble, n'est-ce pas, des mouvements de tous ceux qui utilisent ces textes. Je veux dire, les usagers de la route en général. Comment voulez-vous, au-delà de l'éducation, il y a quand même une question de culture. Il faut qu'on instaure cette culture de la communication. Et maintenant, les objectifs que cette communication doit atteindre. Quels sont les objectifs? Je vois le ministre des Finances. On a posé de très belles questions aujourd'hui. Si au jour d'aujourd'hui, on pose la question à un Camerounais lambda, le budget a été voté, les derniers budgets, quels sont les taux d'exécution? Qui peut répondre? Personne ne sait. Dans presque tous les ministères, on ne sait même pas ce qui est fait. On ne sait pas. La question, il y a une question, récemment, je pensais qu'il allait commencer par son coup de gueule par là, mais là, il a esquivé. Bon, je crois qu'on a le temps de revenir. On nous a appris ce week-end qu'il semble que la réunion des chefs d'État qui s'est tenue dernièrement, les chefs d'État ont décidé, de l'Afrique centrale, hein, là où il y a les grands patriotes, les grands panafricains, de s'arrimer eux aussi à l'écho. Vous avez entendu une communication gouvernementale quelque part? Voilà, on laisse d'abord, comment on dit ça? Le truc passé, rentrer de manière, j'allais dire vraiment très infine là. Après on va dire oui, non, il faut qu'on communique. Parce que c'est une information, par exemple celle-là, qui est très grave, qui est extrêmement difficile à comprendre pour le commun de Camerounais. Que malgré toutes les batailles, malgré tout ce que nous avons fait, les dirigeants de l'Afrique centrale, eux aussi, n'est-ce pas, de la CEMAC, veulent aussi aller s'aligner sur les camps. Ouattara, Macron. Alors, on est où? Et le gouvernement, là, il communique. Parce que ne pas communiquer, c'est notre manière de communiquer. Parce que c'est une décision qui ne peut pas être avalée par le peuple. Donc, il est discret. Et c'est là où, si on avait véritablement de véritables élus municipaux, oui, c'était le moment, n'est-ce pas, de monter au front. Mais comme c'est les élus municipaux, eux aussi qui sont dans la même culture du système jacobin, du parti au pouvoir, personne n'ose prendre, comment dire ça, le contre-courant de ce qui sera dit par le nom Guy. Donc on se tait. Je continue de vous dire, nous avons un système extrêmement centralisé jacobin, où l'essentiel de pouvoir est la main de quelques-uns. Même certains ministres, on a vu comment le ministre de la Santé, malgré les efforts, vraiment que ce jeune ministre a eu à poser, il a peut-être eu à avoir des limites ou bien des manquements. On a commencé à tirer sur lui. Hein. Mais c'était incroyable. Ce que nous avons vu, c'était incroyable. Je préfère quelqu'un qui communique comme ça, même s'il y a des erreurs, que quelqu'un qui est mieux communicable. Et donc, on ne sait rien du tout de ce qui se passe. Donc, c'est ça. Il y a donné une autre information qu'on connaît tous. La question, quand il s'est agi d'organiser le grand débat, bon,
qui n'avait rien à voir avec le débat national inclusif que nous on demandait, puisque les gens comme Ngomo qui étaient conseillers, qui étaient invités là-bas. Bon, mais passons. Le Premier ministre vient dans une tournée dans cette zone-là. Il a applaudi, on dit enfin, on a quelqu'un qui risque vraiment d'avoir le truc pour que la tension baisse. Mais les sécessionnistes sont mis en difficulté parce que le gars dit, à ce débat, on va débattre de tout, sauf de la question de la sécession. Mais la question de la forme de l'État, nous vous disons qu'il n'y a pas de problème, venez, on va discuter. Pape, son ministre de l'Intérieur, pas au Cameroun, hein, mais à Paris, sur le plateau de France 24, dit que mais cette affaire, la forme de l'État, il faut oublier. Elle n'est pas en débat. Elle ne sera jamais en débat. Vous voyez la dichotomie au sein du même gouvernement entre un patron qui est censé avoir choisi un ministre, bon, c'est autre chose, et son ministre qui met en difficulté la vie du patron de son gouvernement. Donc voilà. Donc, au-delà de ces cacophonie, je continue de vous dire que ces cacophonie existent justement parce que nous avons un État qui est comme il est. La nature de notre État n'est pas seulement parce qu'elle a une économie extravertie, mais au niveau de son style, au niveau de son fondement idéologique et politique, c'est un État qui est bâti autour d'un homme surpuissant à qui tous les autres doivent venir faire je vous salue Marie tous les matins pour résister. C'est pour cela qu'elle ne s'est pas gênée pour dire, écoutez, nous sommes les créatures de l'autre, il ne faut jamais l'oublier. À partir du moment où la créature de quelqu'un, vous voyez qu'on n'a pas toutes les libertés pour organiser les choses comme elles se devaient et surtout pour être ceux-là qui sont au service du véritable patron de ce pays qui est le peuple. Merci. Alors, le reste ne peut découler que de cette grosse faiblesse, de cette incohérence, de ce schisme sur le plan, j'allais dire, de la philosophie générale d'organisation de notre gouvernement et de notre pays, qui fait que, bon, moi quand je suis à Yaoundé, une chose qui me frappe le plus, je me demande, s'il y a un de gouvernement avant, maintenant il est les maires, je vois les gens construits au sommet des collines, qui normalement étaient des espaces réservés, où personne ne devait construire. Bon, je me dis, peut-être je suis bête. Il y a une explication à pourquoi ces gens construisent à ces endroits. Mais aucune communication. Merci beaucoup, avec patient parfait d'homme. Docteur Yam, je vais me tourner vers vous, jusqu'à preuve du contraire, pour bon nombre de Camerounais, eh bien, le gouvernement et tous ses ministres ne communiquent pas, de peur de montrer la transparence, la traçabilité même de leur budget, de leurs transactions, et de peur qu'on découvre justement qu'ils ont plongé la main dans les caisses. Il est évident que le jour où le peuple va se rendre compte que, à cause des réunions, des commissions des marchés publics, des réunions de ci, des réunions de ça, une grande partie de ces fonctionnaires n'achètent plus le papier hygiénique, par exemple, le lait chez eux ou du sucre chez eux, ben, ça va faire problème. Mais je pense que c'est dommage lorsque nous n'exploitons pas tous les outils à notre disposition de façon optimale. Je ne cesse de le répéter, notre État est anachronique. C'est pas un État, c'est un État structuré de façon médiocre. C'est compréhensible. Oui. Structuré comme ça, c'est à dessein. Et ça manque de procédures claires. Comment on communique normalement? Il faudrait qu'il y ait des procédures claires pour dire comment le président de la République, la présidence de la République doit communiquer, comment le gouvernement doit communiquer et comment les gouvernements locaux doivent communiquer. Il doit y avoir des procédures claires. Ce n'est pas à la volonté, ça ne dépend pas de la volonté de quelqu'un. Il s'agit d'un travail qui doit être fait au quotidien et ces procédures doivent être élaborées, proposées sous forme de loi ou sous forme de décret ou sous forme d'ordonnance. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais le ministère de la Communication doit pouvoir organiser ce genre de choses puisqu'il en existe quand même un. Oui. Et qu'il faut bien que ce ministère organise la communication gouvernementale. Il faut des procédures claires. Tout à l'heure, le journaliste, et on le comprend fort bien, ici parlait de choses comme les sites internet, des pages Facebook, etc. Mais Monsieur Ngomo, excusez-moi, on ne communique pas par un tweet. Un tweet, c'est un élément de communication, c'est pas la communication. Les gens ne vont pas aller apprendre ce que le président de la République fait sur un tweet. Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Combien d'abonnés Twitter il y a au Cameroun? Combien? Nous tendons vers là. Non, mais vous n'allez pas... Pendant qu'on y tend, est-ce que la vie s'arrête? La vie ne s'arrête pas. Entre-temps, on doit s'arrimer. Non, attention, personne ne vous demande pas de vous arrimer. C'est pour ça que je soutenais ce que le journaliste, donc ici, venait de dire. À savoir, il faut quand même il parlait de sites web, de comptes Twitter, de pages Facebook, etc. C'est normal.
Par exemple, Instagram peut être une plateforme extrêmement intéressante pour notre ministère du Tourisme. Mais créons le Instagram camerounais, créons le Facebook camerounais. Non, c'est pas ça. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un Facebook camerounais ou un Instagram camerounais. Il s'agit d'utiliser d'abord ce qui est là. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que le ministre du Tourisme, pour parler je pense que pour aller chez vous, monsieur Ngossi, il y a de très belles collines, de très belles montagnes. Il y a de très belles voies forestières qui sont extrêmement agréables. Pour parler aux gens qui sont là-bas, c'est pas Twitter qu'il va utiliser. C'est pas Instagram qu'il va utiliser. Nous ne sommes pas nés avec ça. La communication, même dans les pays comme les plus avancés qui ont créé les Twitter et les Facebook, ne se fait pas que là-dessus. Il y a des actions simples. Et je vous dis, le gouvernement qui veut communiquer, ce n'est pas parler, ce n'est pas prendre la parole pour dire, c'est prendre d'abord la parole pour écouter. Et le problème de notre pays, c'est que le gouvernement n'écoute pas. Il n'écoute personne, il fait ce qu'il veut. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple tout simple. Si le gouvernement avait écouté les Camerounais, il n'aurait jamais dépensé 75 milliards pour acheter des ordinateurs que personne n'utilise. Vous avez des collègues, vous avez des neveux, des petits frères étudiants, demandez-leur s'ils utilisent les ordinateurs que le gouvernement leur a offerts. Ils les ont vendus. Et ceux à qui ils les ont vendus, tout est détruit. Vous inutilisable. Là, je vais sur des faits. Si le gouvernement avait écouté, il n'aurait pas fait cette bêtise-là. Non, mais monsieur Yam, là, vous touchez un point. Je ne suis pas en train de... Je ne veux pas rentrer dans ce débat. C'est un débat économique. Je ne veux pas rentrer dessus avec vous. Avec 75 milliards, on aurait créé une industrie informatique chez nous. On n'aurait pas acheté. C'est ça que je veux vous dire. Et ça, si le gouvernement avait écouté, il l'aurait compris. Tout à l'heure, on parlait de... Là, c'était pour vous dire qu'on ne peut pas aller le tout numérique. Et j'entends ça très souvent au niveau du gouvernement. Ils sont toujours en train de dire le numérique. On n'arrive déjà pas à téléphoner. Hier, pour que j'ouvre une page Facebook sur mon téléphone, quand vous prenez la plupart du temps, ça vous prend 2 minutes. C'est normal, on dit qu'on a la 4G. Et vous voulez dire aux gens que le tout numérique, il faut y aller, alors qu'on n'a pas la capacité même d'ouvrir une simple page pendant 2 minutes. Il faut améliorer ça en amont, et puis ça va venir. On encourage le gouvernement à travailler pour que ça arrive rapidement, pour que ça se systématise. Mais en attendant, pendant qu'il s'arrime à tout cela, nous disons au gouvernement, les gens ont besoin de savoir ce que vous faites. C'est des choses simples. Ne dites pas aux citoyens qu'ils doivent aller chercher l'information. C'est un dol. Ça, c'est exactement comme ça que le gouvernement actuel fonctionne, et c'est comme ça que fonctionne un gouvernement qui ne veut pas rendre compte, un gouvernement qui ne communique pas bien. Monsieur, vous êtes chef d'entreprise. C'est vos clients qui vont chercher votre information. Vous avez le sentiment que les entreprises qui sont ici, c'est les clients qui vont chercher leur information. Mais ce qui est pire, c'est que ces entreprises ne sont pas payées par leurs clients. C'est-à-dire que les clients ne payent pas pour cette information. Mais vous, le gouvernement, mais vous êtes payé pour ça. C'est votre boulot de vous assurer que les gens sont informés. Ce n'est pas que vous venez dire que les gens doivent aller chercher l'information. Vous faites donc quoi au gouvernement? Vous êtes logé, vous êtes payé, logé, nourri, véhiculé, soigné pour que les gens aillent en plus chercher l'information. C'est votre boulot, c'est pour ça qu'on vous prend en charge. Donc, et ce que je veux vous dire, c'est que, alors, donc, lorsque vous devez prendre des actions simples, locales, venir expliquer. Lorsque le gouvernement décide de construire une route, le gouvernement doit expliquer. Il doit nous dire pourquoi cette route, pourquoi pas une autre. Lorsque le gouvernement décide de construire un port, il doit dire pourquoi ce port, pourquoi pas un autre, pourquoi pas ailleurs. Quel est l'impact? Ça servira à quoi? Ça aidera à quoi pour notre sécurité, pour l'éducation? Je vais vous poser par exemple une question. Si le gouvernement écoutait, le port de Kribi, vous ne pouvez pas construire un port aussi cher, aussi important, et vous ne joignez pas, par exemple, un institut de formation dans les activités portuaires. Ce n'est pas normal. Comment vous pouvez avoir des ports aussi chers qui vous coûtent presque 1 milliard de dollars, et vous n'êtes pas capable de vous assurer que ce port-là, vous avez formé les gens qui vont le gérer? C'est pas sérieux. Tout ça parce qu'ils n'écoutent pas. La communication, c'est pas de venir dire on a décidé que non. Et quand vous êtes même assis, très souvent, quand les ministres du Cameroun parlent, ils passent plus de temps à menacer les journalistes, à menacer le peuple, qu'à écouter ce que les gens sont venus leur dire. Or, s'ils écoutaient, si vous prenez toute la communication du gouvernement, par exemple sur Camerco, s'ils avaient pris la peine d'écouter un peu, Camerco ne serait pas là où elle est là aujourd'hui. Sauf qu'ils n'écoutent pas. Ils disent, ils ont décidé qu'ils vont faire que... Mais vous n'avez pas la science infuse. Vous n'êtes pas Dieu sur terre. C'est ça le problème. Je voudrais... chuter, s'il vous plaît, par quelque chose que
Sachant pas fait Ndoma souligner. Voilà, a souligné. Du franc CFA. Je n'ai pas botté en touche. Au contraire, j'attendais. Et c'était bien prévu que j'en parlais forcément. Je vous ai dit, c'est pour ça que je vous disais, la communication de l'État, c'est rendre compte, parce que ce qui arrive au sommet de l'État, il arrive avec un cahier de charges qu'on appelle les propositions électorales. C'est ça, n'est-ce pas? Vous proposez quelque chose. Et quand vous avez fait ces propositions, vous êtes élu. Donc, maintenant, vous devez rendre compte de l'exécution, voilà, de l'exécution de ces propositions-là. La deuxième chose, la communication gouvernementale dans un pays normal vise sérieusement la mobilisation sociale. Si vous ne pouvez pas mobiliser autour des valeurs qui fondent cet État, autour d'une certaine éthique, autour d'un certain nombre d'objectifs communs, autour d'un certain nombre, autour de la vision que vous avez de votre pays, il y a un problème. Et aujourd'hui, par exemple, vous devez pouvoir vous assurer que la communication va rechercher les attentes du peuple, les attentes profondes du peuple camerounais, particulièrement, et j'ose le croire, de toute la CIMAC en ce moment, c'est de mettre fin au franc CFA. Sauf que le gouvernement va s'enfermer, en faire une question technique, supposée technique. Mais qu'est-ce qu'il y a de si technique dans cette affaire? Le gouvernement va dire non, c'est une question technique et ça va se gérer entre le président de la République, éventuellement son ministre des Finances et de l'Économie. Bientôt nous allons sortir de cette édition, hein, rapidement. Je finis vraiment rapidement. Sauf que si le gouvernement communique dans le sens de mobiliser, pas nécessairement en donnant un point de vue, mais en demandant ce que le peuple en pense, de manière subtile ou différée, il va avoir le soutien dont il a besoin. Là, on a lancé un ballon d'essai. Ce ballon d'essai, c'est pour voir si les peuples de la CEMAC vont accepter cette affaire. J'en profite pour lancer un message à ceux qui veulent s'amuser avec nous. Ceux qui veulent s'amuser avec notre avenir, ceux qui veulent s'amuser avec notre mode de vie que nous voulons reconstituer. Cette affaire-là, si vous voulez que ce pays s'embrase, parce que là, vous avez l'impression que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, que c'est grave. C'est la cour de récréation. Parce que si cette affaire-là, on s'amuse à ramener ça, et qu'au 25 décembre, là, on n'a pas notre propre monnaie, vous pouvez être sûr que ce pays, ça va être une explosion. Je le dis parce que j'écoute les gens dans la rue. Je le dis parce que ça fait 10 ans. C'est depuis 2009 que j'en parle. Et depuis 2009, les Camerounais me disent ce qu'ils en pensent. Et ils attendaient tous 2020. Donc, vous qui êtes au cœur de l'État, puisque vous avez dit que vous êtes l'État, M. Ngom, allez leur dire, non, on en parlait parce que vous êtes conseiller municipal, allez leur dire que les Camerounais n'en veulent plus. Merci. Merci beaucoup, Dr Yambert. On ne veut plus de franc CFA, tout le monde doit le savoir. Finalement, Albert Anatola ici, à la place d'avoir une vision pour la nation, le gouvernement décide, donne des ordres et à la limite menace, sans communiquer. Écoutez, nous, tout à l'heure, si vous avez bien suivi mon propos, ma première prise de parole, j'ai évoqué un certain nombre d'éléments. Et dans ma deuxième prise de parole, je vais également convoquer un certain nombre d'éléments. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons un gouvernement qui est fondamentalement basé sur des ressorts bureaucratiques. Et lorsque vous avez un gouvernement qui est basé sur des ressorts bureaucratiques, qui puise son essence sur le centralisme, sur le tabou, oui, ça renvoie à ce que nous constatons, ce que nous voyons tous. C'est-à-dire que déjà il faut questionner l'opportunité d'avoir des cellules de communication dans les départements ministériels ou dans les administrations. Pour faire quoi? Puisque quand nous ne voyons pas la plus-value. Allez dans n'importe quelle administration, vous verrez une cellule de communication, ça sert à quoi? C'est-à-dire que lorsque le ministre ou bien le directeur, le DG sort, c'est pour régler les pédiums des journalistes? C'est ça une cellule de communication? Non. C'est en sérieux. Une cellule de communication, c'est comme en entreprise, la vitrine de l'entreprise. Que ce soit dans un département ministériel, que ce soit dans une administration. C'est la vitrine. En passant, quelques années, on parlait de 500 000 touristes par an au Cameroun. Jusque-là, puisque quand on évoquait ces problématiques ici... C'est Dr Yambert qui parlait du tourisme. J'attends de voir que le ministre en charge de ce portefeuille nous dit si effectivement... On a atteint les 500 000 touristes par an. Le gouvernement a atteint cet objectif. Ça, c'est le méta total. Voilà la communication du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont condescendants, qui sont irrespectueux vis-à-vis des populations. C'est de ça qu'il s'agit.
je voudrais faire une légère digression pour revenir à César pour lui faire comprendre que c'est de la communication au niveau des collectivités locales. Il y a par exemple la question d'adressage urbain. Est-ce que des rues comme Japoma, les gros arcs, les axes routiers comme les pénétrants Est et Ouest, est-ce qu'on devrait avoir un adressage qui parle de la ville, qui communique, qui fait la promotion du tourisme? Bon, j'attends comme vous êtes conseiller municipal, je crois que vous allez porter ce projet. Bon, c'est une idée que je vous donne, c'est gratuit. Maintenant, pour chuter, pour chuter, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que en fait, je crois qu'il est important qu'on repense la communication, parce qu'une communication, c'est à deux objectifs essentiels. Informer, prendre les avis, n'est-ce pas? Et anticiper. Donc, je pense que si aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une communication extraverti du gouvernement, ça pose un problème. Nous constatons très souvent que c'est lui qui fait office de porte-parole du gouvernement, c'est le ministre de la Communication. On l'embarque dans des questions trop techniques. Or, il devrait travailler de manière étroite avec les administrations ou les départements sectoriels quand il s'agit des questions pointues. Écoutez, il n'a pas la science infuse quand même. Merci beaucoup Albert Anatola. Ici, je vais me tourner vers César Honoré Ngomo. Jusqu'à preuve le contraire, il y a les attentes des Camerounais, il y a les attentes de vos élus, enfin de vos électeurs. Mais Steve, vous me mettez ce matin dans un exercice assez compliqué. Assez compliqué dans la mesure où, là on parle de la communication. Oui. Et moi, je suis un gros bavard, je ne suis pas un communicateur. C'est-à-dire que... C'est votre don le plus absolu, hein, César. J'aime parler, j'aime communiquer. J'ai souvent été d'accord avec Dr Yam, mais ce matin, je pense à sa deuxième prise de parole, là, je ne le reconnais pas. Il fait une communication morceau choisi, de ce que je viens de suivre là tout à l'heure. Il parlait des ordinateurs. Des ordinateurs... C'était une digression, hein. Il ne parlait pas justement de ça. Non, il a fait, dans sa digression, dans sa digression, il a fait des morceaux choisis. Je connais, pour ceux qui ont reçu ces ordinateurs, 95% qui sont satisfaits. Alors, je ne viendrai pas sur un plateau de télé choisir tel ne marche pas. Oui, ça dépend aussi de comment est-ce que si les vous dites actuellement à ces étudiants qui sont je dis qu'à ma connaissance, j'en connais 95% de ceux qui ont perçu. Ça veut dire que s'ils sont 10 à avoir perçu l'opportunité économique. Je suis d'accord avec vous sur l'opportunité. Je suis d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas venir dire sur un plateau de télé, quel que soit, quel état est fabriqué, est acheté ou quoi que ce soit, mais venir dire, pour ceux-là qui sont satisfaits de l'usage, de l'utilisation de ces ordinateurs, de ces dons-là, ça c'est une insulte. C'était juste. Mais non, peut-être il y a à faire. Non, il fallait fabriquer. Pour lui, il fallait le fabriquer. Deuxième chose. Monsieur Yam me dit ce matin, j'aurais bien voulu qu'il commence à identifier les canaux de communication. Nous avons une belle télé comme celle-ci, nous avons la presse, nous avons la radio, nous avons... Et tout à l'heure dans mon propos, j'avais parlé. Lorsque je suis la CIATV, ce n'est pas une faveur. Les impôts que je paye sont déduits d'une taxe qu'on paye à la CIATV. Tout citoyen camerounais devrait avoir l'information, devrait s'approvisionner, parce qu'il paye déjà pour cela. Lorsque tu vas dans un supermarché, lorsque tu vas chez la maman qui fait le bien là, le bien que tu payes là, il y a une taxe qui est déduite sur l'achat qu'elle fait, qui t'amène à pouvoir... C'est pour ça que la CIATV a l'obligation d'apporter des informations. Oui. Lorsque je l'ai dit, non, on parle de la communication du gouvernement qui est en place, de l'État du Cameroun, de la présidence de la République. Oui, le gouvernement et la présidence ne vont pas aller créer des canaux. Ils vont passer par ces mêmes canaux, par le numérique, par la presse, par la télé, par tout cela. Donc il faut que ce soit clair. Parce que je vous posez une seule question avant que vous ne continuez. Hein. La dernière fois où le chef de l'État Cameroun a fait un point de presse, c'était quand? Ça, je réponds à votre question tout à l'heure. Les canaux de collecte dont tu parles, mais j'ai comme l'impression qu'on ne connaît pas l'État camerounais. Si je me mets à citer ces services ici, nous n'allons pas nous en sortir. Nous avons plusieurs services de collecte d'informations. Le média que nous avons là, c'est une cellule de collecte d'informations. La DSE, la DGRE, tous ces services-là, c'est des cellules de communication. La presse d'abord, c'est le premier outil de collecte d'informations de l'État. Et je pense que DBS est une chaîne camerounaise et tous les autres
Ce que vous faites tous les jours là, c'est quoi? Mais la DG, c'est pas la communication information. Nous cherchons cette information. Je suis en train de... Je fais terminons, monsieur, parce que dans quelques 3 minutes, 4 minutes, c'est terminé déjà. Parce que quand il parle d'avis, de collecte, j'ai comme l'impression que peut-être il fait semblant d'ignorer. Au quotidien, l'État camerounais sait tout ce qui s'est passé. Et parfois, l'État camerounais sait, l'État sait, réagit seulement. On a l'impression que l'État sait, mais réagit seulement. Juste là. Oui. Tout n'est pas bon à dire. Il y a des informations qui doivent passer dans plusieurs laboratoires et parfois laisser le fil. Je n'irai pas les plus réseaux loin. sociaux. Non. S'en charger, Facebook. Nous avons pas une communication d'anticipation. Oui. Nous avons beaucoup plus une communication des réactions. Ce qui ne devrait pas être le cas. Mais qui est la conséquence d'un certain nombre de faits? Et je suis très gêné de pouvoir aborder ce sujet parce que, c'est-à-dire, n'ayant pas tous les canaux, j'interviens tout simplement parce que là, Dr Yama fait... Vous avez le droit de réagir. Hein. Et je tenais tout simplement à pouvoir... mais vous pensez que tous ces décideurs-là, ils vivent de quoi? Mais le renseignement, c'est comme je peux vous appeler, je vous dis, voilà, Steve, il y a une information. Dernièrement, nous avons parlé je vous ai balancé une information qui parlait de Covid et on paye autre, mais d'autres en ont fait un sujet d'actualité et d'autres n'en ont pas fait. Et c'est comme ça que fonctionne le Camerounais. Et si notre contribution, je pense que Dr Yam, ici, moi là, je peux comprendre sa doléance, mais moi, je lui souhaite la bienvenue à la mairie de la 3e. Moi, je ferai tout pour qu'il puisse avoir un interview avec le maire, pour qu'il puisse nous apporter toute cette collecte. Parce qu'à un moment, je ne voulais pas que ce soit du gâchis. Vous avez une bonne tête bien faite. Et on en a besoin pour pouvoir doper, pour pouvoir dynamiser nos collectivités, pour pouvoir donner le meilleur de ce qu'attendent. Parce que j'ai comme l'impression, quand vous voulez clouer le conseil, et vous me permettez de sortir tout à l'heure, je ne savais pas que M. Parfendom avait le doigté, on l'appelle comment, le thermomètre, qui sait choisir, qui sait reconnaître les bons et les mauvais conseils. Bon, je tiens à lui dire que tout à l'heure, il a fait une grosse pique en... Non, on passait là le temps... Non, c'est important. Parce que quand il dit tous ces faux conseils, mauvais conseils qu'on a de partout là, mais non, il n'a pas dit. Mais il a un conseil à côté de lui. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Là, je le retire. On va le retirer. On va sortir rapidement de cette édition. On n'a plus que 2 minutes pour sortir. En 30 secondes, pour dire... 2 minutes justement pour sortir de cette édition. Non, c'est de la 3e, donc c'est mon conseil. Non, il ne s'agit pas d'une pique entre toi de manière... Non, par contre, moi, vous avez parlé des conseils municipaux. Je parlais du grand débat national. Nous, on a demandé un dialogue national inclusif. Et qu'on a apporté les faux conseils. Non, les bons conseils. Ceux qui étaient contre même l'idée du dialogue, c'est eux qui ont été convoqués à ce dialogue. Mais Ngomo était au dialogue, donc il est faux conseiller. Non, vous qui étiez contre, mais on va dialoguer avec qui? Non, faut le dialogue là, il est sans objet. Mais c'est vous qui étiez là-bas. C'était pour faire quoi? Bon, le rectificatif est important. Voilà, merci. Non, c'est pas rectificatif. Il a jamais dit. Écoutez, pour sortir, je reviens à ce que j'ai dit une seconde. Oui. Si la nature de l'État, quand on pose la question de la nature de l'État au Cameroun, il y a des gens qui font semblant de ne pas comprendre. Oui, il y a les questions économiques que nous abordons ici. Nous avons une économie extravertie. Il faut refonder cet État pour qu'elle soit un État qui soit capable de produire et d'avoir une balance commerciale à la limite qui peut être quelque chose de cohérent. Oui. N'est-ce pas? Mais surtout d'être au service du peuple camerounais. Oui. Tout à l'heure, on n'a pas de port en eau profonde de Kribi. Pour moi, c'est un éléphant blanc, puisqu'il a été conçu sans avoir fait un certain type d'aménagement. Pour faire un grand port comme le port de Kribi, il y a un certain nombre d'éléments techniques et scientifiques qu'il faut. Par exemple, il faut une grande ville. Kribi n'est pas du tout une grande ville. Vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut qu'il y ait une activité économique qui permet donc la possibilité à ce corps de pouvoir exister. Il faut qu'il y ait un interland qui peut être servi par ce port. Il y a quoi? Il n'y a rien. On parlait peut-être de faire un balam. Donc il y a des chemins de fer qui devaient être faits. Mais bon, on sait que je continue de dire que c'est un éléphant blanc. Alors que si on avait pensé faire un port en eau profonde, par exemple à Manoka, en ayant Kribi, un petit port, et puis Dimbe comme des ports d'appoint pour voir de côté de tout le golfe de Guinée, la structure de Nigeria, je crois que l'aurait été un peu plus fondé de faire un port pareil que autre chose. Alors, donc je dis que c'est la nature de l'État. Les gens ont peur du chef d'État. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas communiquer, même quand ils sont mauvais. Souvent même, ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de culture.
Merci C'est une beaucoup. question de culture. Un État centralisé, jacobin. Tout remonte. C'est le chef d'État qui a la science infuse pratiquement dans cet État que nous sommes. Les gens ne peuvent pas communiquer décemment en respectant, en donnant de la dignité aux populations, n'est-ce pas, qui sont gouvernées. Merci beaucoup, Patient Parfait d'Homme, d'avoir été là ce matin. Le temps était plus court ce matin Ouais, que d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup également à César Honoré Ngomon, qui est justement conseiller municipal de la 3e. Et ça également, nous allons lui souhaiter bon vent et surtout beaucoup de courage pour tout ce qu'il fait du côté de la commune dans la 3e. Merci à vous, Dr Yam, d'avoir été là ce matin. Beaucoup, Albert Anatola ici, merci également à vous. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, la vie, c'est la communication de pros en pros. À demain, c'est à Dieu. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine. Au revoir.